Bonsoir à tous. Si vous le permettez, je vais vous demander une minute de sérieux. Nous sommes toujours sérieux. J'ouvre bien sûr la séance du conseil municipal. Nous sommes 19h est passé, donc nous avons le quorum. Je vais vous proposer, si vous voulez bien, une minute de silence. Je vous invite à vous lever pour la disparition de notre collègue Claude Jaunier. J'y ajoute parce que ça a aussi beaucoup touché les services, la disparition de 3 agents, Nathalie Semeriva, qui est décédée à l'âge de 47 ans, Elisabeth Combe, qui a marqué les services pendant de nombreuses années, décédée à l'âge de 64 ans, ces 2 personnes sont décédées au mois de juillet, ainsi que Megrim Berisha, qui est décédé en Slovénie, son pays d'origine, à l'âge de 36 ans. Donc je vous propose de respecter une minute de silence. Je vous remercie. Donc, comme vous le savez, malheureusement, notre collègue Claude Jaunier est décédé à l'âge de 71 ans. Nous avons tous été très choqués par sa disparition soudaine et rapide. Un hommage lui a été rendu à l'église Saint-Pierre. J'étais très heureux de pouvoir constater que son implication, son travail, son caractère ont été mis à l'honneur lors de cette belle cérémonie, ces obsèques, avec une église qui était vraiment pleine et beaucoup de gens qui ont été mobilisés. Je remercie chacun d'entre vous d'avoir été présent ce jour-là. Et oui, Lydie est de garde pour l'hôpital. Donc voilà, en conséquence de quoi, nous devons aussi faire remonter quelqu'un de la liste Ensemble Bâtissons Demain. Donc nous accueillons aujourd'hui Nicolas Carnevale qui nous a suivis pendant la campagne électorale. Nous sommes ravis de t'accueillir. On aurait préféré dans d'autres circonstances, mais c'est aussi la démocratie. Donc bienvenue à toi, Nicolas. Et je vous propose ensemble d'acter l'arrivée de Nicolas Carnevale en tant que conseiller municipal. En tout cas, Nicolas, félicitations. On peut même t'applaudir parce que c'est aussi la vie qui continue. Avant, alors j'ai pas nommé de secrétaire de séance parce que Amber n'est pas là, donc j'étais tout perdu. Nelson m'a regardé, donc ce sera Nelson si tu veux bien. Ce sera le secrétaire de. Généralement, celui qui regarde, c'est lui. C'est comme à l'école, c'est quand il y a une question. Voilà, donc ça vous va? Je regarde Annick. Ça vous va très bien, elle est d'accord. Avant tout d'abord, je voulais vous remercier parce que nous avons un conseil municipal extraordinaire ce soir, parce que nous avons un très gros sujet à découvrir et à aborder ensemble, qui fera aussi suite à d'autres conseils municipaux. C'est une première pierre que nous mettons ici devant vous et devant tous les Drouais, parce que c'est un sujet majeur qui va nous occuper pendant des années. Et donc on va prendre un temps spécifique pour ça. Si vous le voulez bien, je vais un petit peu chambouler l'ordre du jour. On avait le dernier point qui était le compte-rendu des décisions prises en application des dispositions de l'article 2122-22 du CGCT. Je voulais qu'on puisse évacuer cette question rapidement s'il y avait des questions, observations sur les décisions qui ont été prises. Est-ce que l'opposition, vous aviez des questions là-dessus? Je crois qu'il n'y avait que 8 points, il n'y avait rien de particulier. Je regarde M. Fontaine, non, il n'y avait rien de particulier. M. Combuteau, ok. Donc, on prend acte ou on vote? On prend acte. Donc, je vous demande de prendre acte sur ces décisions. On doit aussi prendre acte du procès verbal aussi, j'ai oublié ça. Le voter, on doit voter sur le procès verbal du 29 juin 2021. Est-ce que le compte-rendu est fidèle aux échanges qu'on a pu avoir? Les pouvoirs, j'oublie les pouvoirs. Excuse-moi, les pouvoirs. Avec la disparition de Claude Jaunier, je suis tout perdu. Allez, Mariam Sissi a donné pouvoir à M. Leroux, Jacques Alim à Chérif Derbali, Mme Picard à Lydie Guérin, Arnaud Dautré à Radko Klissura, François Jaguin à Hélène Barbe, Amber Niaz à Mounir Chakar, Yücel Kissa à Aïssa Hirti. J'ai aussi Talal Abdelkader qui a donné pouvoir à Pascal Rossian. Je n'ai pas reçu de choses particulières de l'opposition. S'il y a une régule, vous nous le direz, on le fait comme d'habitude, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai rien oublié, on peut passer à l'approbation du procès verbal du 29 juin 2021. S'il y a-t-il des questions? Il n'y a pas de questions, je crois, là-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Bon, passons au point qui nous intéresse aujourd'hui. J'ai souhaité qu'on puisse... Oui.
Il y a un dossier sur table, alors je ne l'ai pas là. Ah oui, le dossier sur table. Excusez-moi, vous avez aussi un dossier sur table qui a été présenté, je crois que c'est Fouzia qui présente. Oui. Alors Fouzia, vas-y, je t'en prie. Bonsoir. La présente délibération vise à autoriser l'attribution de l'eau dans le cadre d'un nouvel événement dédié à la culture de la glisse. La glisse, on le sait, a depuis longtemps dépassé le champ de la pratique de loisirs pour s'imposer comme un véritable art de vivre. Culture Glisse, c'est le nom de ce nouveau rendez-vous, est porté de manière transverse par les directions jeunesse, sport et culture. Il va prendre place tout un week-end au sein du skatepark et vise à permettre à l'ensemble des droués et curieuses et amateurs d'ailleurs de partager un moment mêlant street art, démonstration, musique et compétition. Concernant la compétition, on se donne justement les moyens de créer un vrai rendez-vous qui puisse rayonner au-delà de Dreux. Pour ce faire, des lots seront attribués. En l'occurrence, des bons d'achat de 500 € chacun auprès de AC & Co, qui est un commerçant basé à Jouy, en Eure-et-Loire, et West Rider, qui lui est basé en centre-ville de Dreux. Il y a donc 4 compétitions dont vous trouverez le détail dans le document de référence pour un montant total de 2 000 € que je vous demande de bien vouloir autoriser. Merci Fouzia. Y a-t-il des questions, observations? Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Allez, donc c'est bon, je peux passer à mon sujet. Ça va aller. Bon, blague à part. Vous savez, je pense que dans la vie d'un élu ou d'un maire, il y a, durant le ou les mandats, parfois des sujets qui vous arrivent, qu'on va chercher, sur lesquels on est sollicité, et qui peut marquer durablement une ville. En 2013, quand la ville de Dreux a racheté le sénatorium de mémoire, on l'a fait parce qu'il y a eu des échanges de foncier, hein, tout le monde s'en souvient, M. Gambuteau, vous étiez là, à permettant à la fois à l'hôpital de Dreux de pouvoir du foncier pour l'avenir de l'hôpital, pour la reconstruction, mais également voilà, pour essayer de rationaliser tout ça. Donc on a repris le sénatorium, et pendant des années, on a cherché des solutions. L'ancien maire Gérard Hamel avait cherché longuement des solutions, avec toi, Jean-Michel, d'ailleurs, à l'époque. Et puis, il y a eu des pistes, il y a eu des choses, et puis, à un moment donné, l'équipe municipale, l'ancienne, s'est posé la question de savoir si on devait conserver ou pas ce bâtiment. C'était une question légitime parce que je vous rappelle qu'il y a eu un décès sur place, qu'il y avait, ça représente beaucoup d'argent aussi pour comment dire, protéger le site, et beaucoup de questions se sont posées. Et puis, parfois, dans la vie, il y a des choses qui arrivent, hein, qui peuvent avoir des conséquences aussi positives hein, pour une collectivité comme Dreux. C'est la Covid, il faut le dire. La Covid a été bien sûr un drame, mais aussi présente aussi des fois des choses positives pour des territoires comme le nôtre. On a des nouvelles populations qui arrivent sur Dreux et autour de Dreux, qui achètent des biens. Et puis, nous avons rencontré, parce que Jean-Michel a fait le pont, parce que différentes personnes dans les services ont fait le pont, on a rencontré Histoire et Patrimoine. C'est une filiale de la Cogedim, si je ne dis pas de bêtises, qui est une filiale qui travaille uniquement sur les bâtiments historiques, la reprise de bâtiments historiques, et leur but est de restaurer les bâtiments historiques pour leur donner une seconde vie. Et nous sommes rencontrés pour parler du sénatorium, et Arnaud Baudel, qui est le directeur qui est ici présent, nous a dit on a un vrai intérêt pour ce site, on l'a visité avec votre accord, et il y a quelque chose à faire. Alors, vous comprenez que nous, on est toujours un petit peu... voilà, on est fiers de ce qu'on a, mais il faut travailler aussi dessus. On ne veut pas faire de fausses illusions. Et pendant plusieurs mois, on a travaillé sur ce projet-là avec Histoire et Patrimoine. D'ailleurs, surtout Histoire et Patrimoine, parce que vous avez déjà beaucoup travaillé sur le sujet. Et il y a quelques semaines, vous nous avez présenté un premier jet qui est déjà très avancé. Et qui nous a permis de dire voilà ce qu'on souhaiterait, voilà aussi avec qui vous pourriez travailler, d'autres opérateurs, Aldéran, Kimbada, qui vont se présenter, qui vont faire une longue présentation, parce que ce projet-là est de nature à pouvoir revitaliser ce site historique à Dreux, qui va fêter pas loin de ses 100 ans, hein, enfin dans quelques années, et qui a marqué toute une partie de la population drouaise, des générations, parfois des médecins qui ont travaillé sur place, des infirmières, des soignants, etc. Et qui est un site, à mon avis, exceptionnel sur quasiment une quarantaine d'hectares et qui peut présenter un afflux de nouvelles populations pour Dreux, dont on a besoin ici, qui présente un cadre de verdure extrêmement intéressant.
Et quand on s'est revu il y a quelques jours avec les 3 opérateurs, ils nous ont dit voilà, on a fait un projet qui est vraiment d'ampleur, on y croit beaucoup, tous les comités d'engagement sont derrière, on va mettre beaucoup d'argent et on y croit fortement. Donc j'ai souhaité avec mes collègues qu'on puisse ce soir vous présenter l'avancée des réflexions, qui sont des réflexions très avancées d'ailleurs, on peut le dire, sur ce projet-là. C'est un projet qui va tourner autour de 100 millions d'euros. C'est le plus gros investissement privé à Dreux de l'histoire de Dreux, donc c'est majeur. On a souhaité aussi que ce projet puisse être un projet ouvert, c'est-à-dire qui ne s'adresse pas uniquement à des gens qui souhaiteraient venir en villégiature, en week-end ou s'installer à Dreux, mais ça puisse être un site ouvert à tous les Drouais. Hein. On ne veut pas créer un village gaulois, on veut créer un espace commun qui permette des échanges, une qualité de vie, et puis d'offrir à Dreux un type de logement qu'on n'a pas. Donc, avec les services, Jean-Michel et les élus qui ont travaillé sur ce sujet-là, nous avons souhaité pouvoir vous présenter ce soir, longuement, l'étude qui a été menée par les 3 opérateurs. Ils vont venir à tour de rôle présenter, et puis après on ouvrira les questions pour qu'on puisse avoir le temps d'échanger là-dessus. C'est un moment important pour nous, c'est un moment important pour Dreux, et ça va vraiment dans la droite ligne de ce qu'on veut pour notre ville, c'est-à-dire garder l'authenticité de notre ville, développer les trames vertes, les trames bleues. On vient de signer la convention avec Nelson Fonseca sur la biodiversité, qui va être aussi une pierre importante à l'édifice. Typiquement, ce projet-là, qui va venir restaurer et redonner une seconde vie à ces bâtiments, sans construire de nouveaux bâtiments, c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'on est une zone naturelle protégée, va présenter un intérêt majeur pour nous. On va devoir aussi accompagner cet investissement lourd. Hein. Il y aura bien sûr des accès à créer, des parcs à accompagner. Nous garderons une partie en propriété pour la ville de Dreux, et les bâtiments seront vendus aux opérateurs pour qu'ils puissent, le plus rapidement possible, j'espère en tout cas, mener ce projet à bien. Je ne sais pas si monsieur Arnaud Baudel, si vous voulez commencer, ou voilà. Donc on va, si vous êtes d'accord, pouvoir, je vous en prie, monsieur Baudel, avancer. Il y a une présentation qui va durer au moins une bonne heure, je pense, à peu près. Et puis voilà, si vous voulez bien, on va laisser la présentation se faire, et ensuite on ouvrira les questions. Donc si vous avez des questions, prenez en note, et puis nous allons dérouler après. À vous, monsieur Baudel. Merci beaucoup. Alors j'ai 2 questions avant de commencer. Est-ce qu'on m'entend bien? Je pense que oui. Est-ce que le protocole veut que je me mette là, que je tourne le dos à... Je ne vais pas rester longtemps, j'introduis, puis après je vais me rasseoir. Merci pour cette introduction. Donc Arnaud Baudel, directeur général chez Histoire et Patrimoine. Donc je vous propose qu'on a peut-être une bonne heure de présentation. Avant de laisser place aux questions, on va faire ça en 3 temps. Je vais introduire rapidement notre démarche. On va ensuite se présenter un peu plus longuement, donc les 3 opérateurs, Histoire et Patrimoine, Adhérent et Equibana. Et après, on rentre vite dans le vif du sujet. On a beaucoup de choses à vous montrer. Par là? Donc je vais vous tourner le dos. Je suis désolé. Je ne vais pas faire un tour de table, je vais revenir après dans l'explication du rôle de chacun dans ce projet-là. Donc le Sanatorium, c'est d'abord, on part d'un constat. Le constat, il est double. Le premier, c'est que le site il est grand, il est vaste. Nous, on l'a trouvé tous ici magnifique. On trouve ça très beau et on veut s'en occuper. Mais surtout, il est très dégradé. Il est vraiment, vraiment très dégradé. Il est urgent de s'en occuper. Il est presque en péril, ce bâtiment-là. Donc, il est urgent de s'en occuper. Et pour s'occuper d'un bien comme ça, la première étape, c'est vraiment d'en maîtriser les enjeux. Alors les enjeux sur un site comme ça, ils sont multiples. Le premier, il est assez évident, c'est la sauvegarde du patrimoine. La sauvegarde du patrimoine non seulement immobilier, ça c'est assez évident, mais aussi le patrimoine naturel. On est dans un écrin assez exceptionnel, donc il faut qu'on sauvegarde ces 2 aspects-là qui sont les 2 points prédominants de ce site. Le deuxième, et monsieur le maire, vous l'avez commencé à l'évoquer, c'est l'ouverture. Ce site ne doit pas être fermé, il est fermé forcément par nature, hein, c'est un sanatorium, d'ailleurs on a déjà traité ce type de bâtiment, mais il faut l'ouvrir. Il faut l'ouvrir pour qu'il vive, il faut faire venir les Drouais dans ce site pour qu'il soit pérenne dans le temps.
Et le troisième, enfin il y en a bien d'autres, mais c'est les 4 principaux, c'est le rayonnement. On pense qu'il faut que ça aille plus loin. Un site comme ça, c'est un site d'exception. Tout le contexte qu'on a vécu nous permet de voir les choses un peu plus grand. Il faut qu'il rayonne au-delà de Dreux. Et c'est un des points sur lesquels on s'est attaché. Alors, pour répondre à tous ces enjeux, on ne peut pas le faire tout seul. On sera forcément plusieurs. J'ai mis les trois opérateurs, Alderan, Kibana et Histoire et Patrimoine. Mais avant ça, il y a la ville de Dreux, parce que, bon, si on est là aujourd'hui, alors c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, mais il s'est passé quand même quelque chose, c'est qu'on s'est aussi rendu compte qu'on n'était pas les seuls, et c'est normal à s'intéresser à ce site-là. Alderan et Kibana étaient aussi passionnés par ce site-là, et quand on s'est rendu compte qu'on travaillait tous un peu de notre côté, Monsieur le maire a une démarche assez intéressante qui était de dire... plutôt que de travailler chacun de votre côté, vous vous mettez autour d'une table et on va essayer de tirer le meilleur de chacun des projets pour bâtir quelque chose qui est encore plus intéressant pour la ville de Dreux. Donc on l'a fait et c'est pour ça qu'on va réussir à vous proposer ce qu'on vient vous exposer aujourd'hui. Voilà, c'est rare, mais ça produit parfois des choses assez exceptionnelles. Et le ministère de la Culture, parce que c'est un site que la Direction régionale des affaires culturelles regarde, elle le connaît, on discute déjà avec eux sur ce site-là. Donc les opérateurs, je passe. Pour travailler sur ce site, il faut une équipe de maîtrise d'œuvre, de gens sachant assez expérimentés et expertes même dans le domaine. Donc on a pour l'équipe d'Alderan Maud Cobet et Manifesto. Maud Cobet, une architecte parisienne reconnue. Et Manifesto qui non seulement travaillera sur le projet d'Alderan, mais aussi sur le projet global au niveau des espaces publics. Manifesto, une pointure de la programmation en tout genre, et on en avait besoin pour ça. L'atelier Georges qui va travailler pour Kibana, l'atelier Georges qui est très reconnu pour son côté innovant, et vu la programmation de Kibana avec les petites cabanes, c'était tout à fait adéquat. Et pour la partie histoire et patrimoine, c'est le cabinet Lefebvre. Alors Lefebvre, c'est un architecte en chef des monuments historiques, donc il y aura toutes les compétences pour traiter un site comme ça. Le paysagiste Landact, que je ne représente pas parce qu'il travaille déjà sur la ville de Dreux et on les connaît bien. Et enfin Projex qui n'est pas là, mais qui est un bureau d'études spécialisé sur ce type de bâtiment et qui nous accompagnera aussi sur la partie économique. Rentrons dans le projet. Alors, on a appelé ça le projet R, on a pas mal phosphoré. R essentiellement comme Renaissance, donc c'est la renaissance du sanatorium. Et c'est un petit R qu'on va s'amuser à décliner, parce que le projet, vous l'avez vu, a plusieurs facettes. Donc c'est aussi R comme révéler. Alors révéler, on l'a mis pour la ville. Parce que vous restez partie prenante, vous allez participer à ce projet. Et au-delà de ça, c'est un projet qu'on a co-construit depuis 1 an et demi, on se voit, on discute, et on construira à le co-construire ensemble. Donc la révélation, on l'a mis chez vous. Réhabiter pour histoire et patrimoine, alors on sait, c'est un mot qui n'existe pas. Réhabiter, c'est réhabiliter, c'est habiter à travers des nouveaux modes de loger finalement, qu'Axel nous décrira. Et c'est réussir à faire revenir des gens de manière pérenne. C'est un site qui doit vivre, il doit y avoir des gens tous les jours qui vivent, qui dorment sur ce site-là. Rassembler pour la partie d'Alderan, parce qu'une programmation ambitieuse autour de l'hôtellerie et du coworking, donc vraiment aussi apporter beaucoup de vie sur ce site, pas uniquement du logement. Et enfin, ressourcer chez Kibana pour vivre dans une expérience hors du commun dans la nature. Mais c'est finalement 3 projets, mais c'est vraiment une identité commune, et on veut réussir à prouver, pas à vous finalement, mais à tout le monde qu'il fait très bon respirer l'air de Dreux. Et le jeu de mots n'est pas de moi. Voilà, j'en ai fini pour l'introduction. Ce que je propose, c'est que chacun se présente. Donc je dis un petit mot sur histoire et patrimoine, parce que vous ne nous connaissez pas forcément, et les 2 autres opérateurs se présenteront avant qu'on rentre dans le projet. Je le fais vite, mais vous l'avez dit, histoire et... D'accord, je le fais un peu. Alors Histoire et Patrimoine, on est une société spécialisée dans la réhabilitation du patrimoine. Donc on ne fait que ça, on est comme on dit souvent un promoteur, mais on n'est pas promoteur parce qu'on fait jamais de neuf, donc on est un opérateur immobilier et on fait que de la réhabilitation depuis 25 ans. Alors avant de dire ce qu'on fait, on est 130 personnes à faire que ça chez Histoire et Patrimoine. On produit à peu près 1000 logements par an sur la France entière. Et c'est vrai qu'on a intégré le groupe Altaria Cogidim il y a maintenant 3 ans. Alors ils ne nous ont pas apporté un savoir-faire, ils ont plutôt acheté un savoir-faire. Ils nous ont apporté une assise financière plus forte qui nous permet d'avoir encore plus de garanties. Le patrimoine, c'est un mot large et la réhabilitation aussi. Donc
on a un spectre qui est assez grand. On va aussi bien intervenir sur des bâtiments monuments historiques que dans les villes d'art et d'histoire, donc sur des grands projets, des petits projets, des friches. On dit souvent tout bâtiment qui ne peut pas être démoli, qu'il faut conserver pour différentes raisons. S'il se prête au logement, nous, on intervient. Mais surtout, les deux photos qu'on a mises, c'est qu'on est sur un site qui a une particularité, c'est qu'il est vraiment grand, il est vaste. Donc s'il n'y a pas qu'une dimension réhabilitation du logement, etc. Il y a plein de problématiques. Il y a l'aménagement, il y a le montage juridique, il y a les délais, il y a bien entendu les travaux. C'est des projets assez atypiques et sur ce secteur-là, on est un petit peu, alors, ça fait toujours un peu pompeux, les seuls, mais on est parmi les seuls à savoir faire ça en France. Et c'est la première chose qu'on a voulu montrer. D'ailleurs, on a eu l'occasion de le montrer à l'équipe municipale. On vous a exposé le projet qui est là-haut, qui est à... Ce sont les Grands Moulins de Paris, donc il y en a plusieurs en France, mais cela a été complètement à l'abandon à Marquette-les-Lilles, donc c'est à 10-15 minutes de Lille, c'est dans la métropole lilloise. Un projet qui était porté aussi par la métropole pour trouver une solution, un peu pareil, hein. Il y avait eu des réflexions pour le démolir, le garder. Le précédent maire voulait le démolir, il y en a un qui s'est battu pendant 25 ans pour le garder. Et c'est en chantier, donc c'est vraiment quelque chose qu'on a mené. Il y a 240 logements uniquement en privé, il y a du logement social, du neuf, de la restauration. Et c'est pas des projets loufoques, c'est en chantier, donc c'est d'ailleurs encore vitable, c'est un des plus grands chantiers qu'on mène. Et celui de bas est un peu dans la même veine, c'est aussi dans la métropole lilloise, c'est à Armentières. Et c'est un peu similaire, c'est une ancienne brasserie, c'est 150 logements avec, dans une zone loisir en développement avec du neuf à côté. Et on pose la première pierre le mois prochain. Voilà. Donc c'est des projets qu'on sait faire et qu'on sait mener. Je vais peut-être arrêter là pour Histoire et Patrimoine quand même. Bonjour. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous recevoir à Wachenfeld. Donc, je représente Kibana, qui est un des 3 opérateurs pour le projet du sanatorium. Et Kibana, c'est une filiale du groupe Guibor, qui est un family office donc présidé par monsieur Dominique Romano, et qui fait principalement de l'investissement immobilier et hôtelier, ainsi que de l'investissement en différentes startups. Et sur le projet Kibana, c'est un projet donc exclusif qui est une nouvelle chaîne hôtelière qui vise à permettre aux urbains de venir se ressourcer. Et on vient créer, je vous l'expliquerai un petit peu plus loin dans la présentation, comment on vient créer une harmonie entre les habitants, les visiteurs, les agriculteurs, les artisans locaux, et comment on vient créer des synergies à travers un nouveau type de tourisme. Voilà. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, merci de nous accueillir. Alors, je ne sais pas comment fonctionne. Voilà, ça peut-être. Non, là, j'ai tout éteint. Bon, voilà. Normalement, c'est le suivant. Hein. Voilà. Donc, on a un petit peu moins d'images. Donc, Alderan, que j'ai l'honneur de présider, est issu là aussi d'un family office, d'une foncière que j'ai fondée il y a plus de 20 ans, qui s'appelle Ogirel. Nous avons créé une équipe de gestion sophistiquée, je crois, dans la gestion de fonds. Par opposition, mais par différence avec nos amis d'Histoire et Patrimoine, nous sommes plutôt investisseurs sur le long terme. Notre démarche consiste à structurer des fonds et à investir dans de l'immobilier et dans des projets. À titre d'exemple, le tout dernier projet sur lequel nous travaillons, en particulier d'ailleurs avec Maud Cobet qui participera à la présentation de notre parti, est la réhabilitation de l'Office national des forêts à Paris, qui est une tour en béton près de l'arrondissement, c'est ça, donc aux 2 avenue Saint-Mandé, et qui sera réhabilitée à partir du printemps prochain pour une livraison fin 2023. Donc ça va quand même assez vite, avec un permis de construire obtenu purgé de tout recours. Ce qui, la ville de Paris, est assez chanceux peut-être. Voilà, bref. Et donc, c'est assez amusant de penser qu'on réhabilite le siège de l'Office national des forêts et que notre projet suivant avec Maud, c'est de travailler dans la forêt pour réhabiliter des bâtiments qui sont un peu en déshérence aujourd'hui. Notre société est une société de services avant tout, mais en fait, nous sommes agréés par l'autorité des marchés financiers. Donc, en réalité, nous sommes discrétionnaires sur les fonds que nous levons. Et donc, nous avons prévu pour cette opération, en particulier,
un nouveau fonds spécialisé qui sera monté probablement avec l'aide de la Caisse des dépôts et consignations. J'attends la confirmation officielle de votre conseil municipal pour savoir si on peut avancer ou pas. Donc si on peut avancer, je pense qu'il y aura effectivement de la part de la Caisse des dépôts aussi un investissement sur les aspects culturels que nous allons vous exposer, que Manifesto va vous exposer, mais aussi sur l'activité hôtelière à laquelle la Caisse des dépôts participe de façon régulière également par sa structuration interne. Donc nous gérons aujourd'hui plus de 500 millions d'euros de fonds sur différents secteurs, sur différentes classes d'actifs. On est aussi reconnu sur la classe d'actifs logistiques, c'est pas du tout le sujet ici. Moi-même, j'ai le plaisir d'avoir été un temps salarié de Cogedim, donc travailler avec Arnaud, c'est toujours assez sympathique, même si c'est avec quelques années de décalage. Donc j'ai été promoteur à un moment, donc la création, la renaissance nous paraît vraiment un projet intéressant pour votre municipalité, votre collectivité, mais aussi pour toute l'agglo, voire même le département. Voilà, donc pas en faire beaucoup plus aujourd'hui. Vous avez quelques chiffres qui sont projetés, donc je ne vais pas les rentrer dans le détail. Le reste de notre présentation sera assuré à la fois par May Woolworths et puis par Maud Cobet pour les aspects architecturaux. Qui prend la suite pour la présentation du coup? Il y a un petit film et après on prend la présentation. Le sanatorium des Bas-Buissons fait partie de toute une série de grands bâtiments de convalescence construits dans les années 30, qui ont permis aux architectes de s'exprimer et de faire des bâtiments de très grande qualité. À ce sujet, celui des Bas-Buissons est certainement à mettre en haut de la liste. Actuellement en très mauvais état de conservation, il n'a toutefois gardé toutes ses dispositions. Aucune modification fondamentale n'a été faite et donc ça reste une architecture extrêmement pure et facile à réutiliser pour y installer des logements. Le projet consiste donc à installer des logements pour tenir compte à la fois d'une exposition d'ensoleillement par nature pour un sanatorium, donc toutes les façades sont plein sud, et ça baigne dans la nature puisqu'on a un domaine de 47 hectares de végétation initiale et végétation spontanée depuis son abandon. Nous proposons aujourd'hui un projet paysager exceptionnel sur le sanatorium de Dreux, qui est un site exceptionnel par son contexte urbain, son histoire architecturale et son patrimoine végétal. Nous avons imaginé un projet qui se développe sur 3 axes: redécouvrir, réhabiter et réanimer. Redécouvrir ce site oublié, redécouvrir son patrimoine végétal, mais aussi son patrimoine architectural. Réhabiter, plus précisément réhabiter au cœur de la forêt de la Muette, dans un cadre verdoyant et naturel où les Drouais pourront pleinement participer à de multiples activités de plein air. Et bien sûr, réanimer par la création d'activités sportives, de loisirs et pédagogiques. Tout cela en traversant des jardins thématiques pour le plaisir de tous. Alors le concept Kibana se décline à Dreux comme une grande séquence de paysages. On arrive par le plateau ouvert vers les champs où on se gare. Donc on laisse la voiture derrière soi et on l'oublie un peu pendant le séjour, on fait tout à pied. Et ensuite on découvre le milieu forestier, donc à travers une clairière, un peu comme une place de village où on vient se rencontrer, se ressourcer, rencontrer les autres et se découvrir aussi un peu soi-même autour des 3 bâtiments, le château d'eau, l'atelier et le restaurant. Puis après l'espace en sous-bois où il y a les cabanes, construites en écomatériaux, où c'est vraiment le sous-bois, le calme, la sérénité, pour enfin ouvrir vers la rivière, la plaine alluviale où on va pêcher, se baigner, un retour un peu au bord de l'eau pour découvrir ensemble, un week-end ou une semaine, l'ensemble du séjour et du concept Kibana.
pour ambition de donner renaissance à ce site en imaginant 3 pôles. Un pôle de création avec une résidence d'artistes, un lieu de production et de formation. Un autre pôle qui est pour nous très important, qui sera un pôle d'hôtellerie haut de gamme avec un restaurant, un spa et un hôtel 5 étoiles. Et enfin, un espace complémentaire dédié à coworking avec des hébergements exclusifs. Bonjour à tous, je suis de la société Manifesto qui accompagne du coup le groupement sur la partie programmation et Aldéran sur la partie culturelle également. Alors, je vais essayer d'être... C'est bien. Alors l'idée là c'est de vous présenter un peu la répartition du site entre les 3 opérateurs qui sont présentés avant. La première partie en rouge qui serait la partie dédiée à Histoire et Patrimoine, donc avec le logement et le parc thématique. La partie ensuite en orange qui serait la partie dédiée à Kibana et les hébergements insolites qui seront présentés aussi également par la suite, avec toute une partie aussi de restauration et d'ateliers. Et la partie en bleu qui sera dédiée à Aldéran, avec 3 pôles principaux, un pôle de création, un pôle d'hôtellerie et de bien-être et un pôle de coworking. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir une multitude d'usages sur le site qui seront proposés à la fois aux utilisateurs et aux web. Alors l'idée c'est vraiment d'avoir un site qui reste très ouvert au grand public, avec de nombreuses activités à la fois extérieures et intérieures qui restent très accessibles, et d'avoir un site et un parcours en fait qu'on puisse continuer à traverser tout le site, même si ce sont des acquéreurs privés. Donc vous voyez tout au long du site à travers ce petit passage bleu, un parcours d'œuvres d'art qui va être créé, avec vraiment des artistes qui vont venir travailler sur le site pour vraiment créer des œuvres in situ expressément pour le site, donc qui pourront être accessibles directement à travers le parc. Vous avez des jardins thématiques qui vont être créés par Histoire et Patrimoine, donc qui seront vraiment aussi accessibles par le public, 2 restaurants qui pourront être aussi accessibles, un espace de bien-être et des animations artistiques qu'on vous présentera un petit peu plus tard, mais aussi qui seront très ouvertes. L'idée est vraiment de créer une nouvelle offre culturelle et de loisirs qui soit ouverte vraiment au Drouais. Donc comme vous pouvez voir, on va finalement avoir un site qui sera animé tout le temps, et qui aura une grande mixité de population en fait, et d'usagers, et qui permettra d'avoir un lieu vivant toute la journée et toute l'année. Parce qu'on aura autant des gens qui viendront se promener dans les bois, des gens qui viendront déjeuner au restaurant, des gens qui viendront acheter des choses dans les différents commerces créés par Kibana, des gens qui viendront au spa, des artistes. Donc il y aura vraiment une mixité de population sur le site qui créera une vie toute la journée, comme j'ai dit. Et des travailleurs, bien évidemment, qui viendront dans le coworking, et aussi des étudiants, qu'on appelle des étudiants, des élèves peut-être, du pôle création, pour avoir des formations artistiques. Donc on ouvre vraiment un site au public qui est aujourd'hui fermé. Donc c'est vraiment redécouvrir le site, se réapproprier aussi pour toute la population. Mais avec des espaces qui restent à la ville. Donc comme vous voyez, un parc, l'espace boisé, donc vraiment qui est un parc public pour le coup. Et l'espace, bien sûr, le fameux terrain de cricket dont on a beaucoup entendu parler, qui reste vraiment aussi accessible, vous allez le voir avec la slide suivante, et un stationnement public qui reste aussi ici. Donc là, vous voyez le fonctionnement des différentes circulations. On a une circulation surtout sur l'axe sud-est
est, avec des accès tout au long du site qui permettent d'accéder en voiture en fait, au site, et ensuite on a en pointillé les accès plutôt piétons. L'idée, c'est vraiment de pouvoir ensuite avoir des stationnements dans les différentes parcelles et de pouvoir ensuite se balader à pied. Et on garde un accès vraiment public qui traverse le site de part en part. Et l'idée, c'est vraiment aussi d'intégrer vraiment tout le monde et la population drouaise particulièrement dans les réflexions justement sur ce site. Ce qui est, on l'a dit, beaucoup dit, je pense déjà, l'idée c'est vraiment de créer un site qui soit ouvert et un site qui soit fait en collaboration avec la ville et avec ses habitants. Donc de l'ancrer vraiment dans son territoire en commençant déjà en testant dès le début, même avant l'ouverture du site, à tester des partenariats, à tester des idées et à vraiment à communiquer autour du projet et à faire des programmes vraiment peut-être même d'insertion professionnelle et de créer des liens avec les acteurs du territoire qui sont multiples et on en a déjà repéré un certain nombre et il y a une vrai dynamisme sur le territoire dans lequel nous aussi on aimerait dans lequel on aimerait s'inscrire. Je passe la parole sur la programmation du site avec Kibana et les logements. Alors, donc, moi je travaille chez Histoire et Patrimoine, je suis directrice des grands projets. Mon objectif est de vous parler un peu de ce que l'on souhaite développer sur ce site en termes de logement. Je dois vous dire que le projet qui est porté ici est tout à fait unique en France. Aussi bien Histoire et Patrimoine est spécialiste de la réhabilitation et spécialiste de la réhabilitation de monuments historiques, autant en venant découvrir ce site au lendemain de la période Covid et en découvrant ces bâtiments en friche, abandonnés, en pleine nature, dans une nature sauvage et naturelle, on a pris conscience tout à fait à ce moment-là de la nécessité de développer toutes les nouvelles manières d'habiter. Alors certes, ça fait tapage dans les journaux tous les jours, mais ici, dans ce projet, c'est possible d'en faire une réalité. Et donc, vous vous demandez certainement ce que c'est que les nouvelles manières d'habiter, mais les nouvelles manières d'habiter, c'est finalement le besoin de vivre chez soi de manière relativement indépendante, mais aussi de manière relativement communautaire et collective, en ayant des capacités de partage, tout en étant suffisamment à l'aise chez soi et dans des intérieurs qui soient relativement vastes. Bien sûr, c'est être connecté à la nature. Ça, j'ai envie de dire, c'est pas nouveau, mais c'est un besoin qui se ressent d'autant plus fortement après la période de confinement. Et puis le besoin de mixité, parce qu'effectivement, ça a été dur pour tout le monde d'être tout seul et isolé. Donc quelque part, on a tous besoin de retrouver une forme de collectif. Donc c'est ce qu'on essaye de développer ici. Et vous allez le voir, ça se traduit à toutes les échelles du projet. Les logements qu'on développe, ils se décomposent un peu en 3 catégories. Ils s'adressent à ce qu'on appelle, nous, chez Histoire et Patrimoine, un public jeune. Alors, jeune, ça ne veut pas dire 15 ans et demi. Jeune, ça veut dire des jeunes actifs, parce qu'effectivement, c'est difficile de trouver un logement quand on est jeune actif et qu'on a besoin et d'espace pour télétravailler et d'espace pour recevoir chez soi, parce que quand on est jeune en général, on reçoit beaucoup, et en même temps pour se détendre dans un jardin. Donc des jeunes actifs, mais aussi des jeunes familles qui ont besoin d'espaces verts, qui ont besoin d'espaces privatifs un peu plus vastes, au moment où le premier enfant et peut-être même le deuxième arrive à la maison. Voilà, il faut pouvoir laisser se développer la famille. Et en même temps les jeunes retraités, parce que quand on est jeune retraité ou qu'on a envie de finalement retrouver un peu de sécurité, on a besoin de parfois quitter la maison individuelle et retrouver une forme de copropriété qui est parfois plus rassurante, plus sécurisante, sans pour autant s'enfermer dans un tout petit appartement, et c'est ce qu'on essaye de faire ici.
Donc, on développe des bâtiments, enfin des logements en T2 duplex. C'est assez ambitieux. C'est pas très souvent qu'on peut rencontrer ce genre de choses. Et les bâtiments du sanatorium se prêtent particulièrement à cet usage. C'est-à-dire qu'en fait, on développe des petites maisons mitoyennes qui ne sont pas comme des appartements, puisque vous rentrez chez vous par le jardin. C'est ce qu'on voit ici. Vous entrez dans votre cuisine, salle à manger, living, et à l'étage. Bon, pour vous continuer de vous parler de ces logements en attendant que la slide qui correspond arrive, l'idée de ces petites maisons, c'est véritablement d'avoir des espaces de living qui soient en connexion directe avec le jardin et des espaces de repos qui se prêtent également au télétravail, parce que les espaces... voilà, tout à fait. Merci beaucoup. Ok. Et donc, quand on est à l'étage et quand on a une chambre à coucher, c'est finalement un endroit assez vaste, mais dont on n'a pas forcément besoin toute la journée. Et l'objectif, c'est de pouvoir convertir cet espace de couchage en espace de travail pour les journées. Ce qui est ici très opportun, puisque en fait, chaque chambre bénéficie d'un balcon. Donc, vous avez un double espace extérieur et au rez-de-chaussée et à l'étage. Ensuite, vous avez des logements un peu plus vastes, un peu plus familiaux, je dirais un peu plus intermédiaires, et qui sont de qualité particulièrement patrimoniale, c'est-à-dire qui s'insèrent dans des bâtiments, comme ici par exemple, avec des rotondes, où du coup on développe des espaces beaucoup plus atypiques. On vous a pas apporté le plan ici, mais on développe également des espaces en co-living pour les bâtiments qui sont très très atypiques et où on souhaite que plusieurs colocataires puissent vivre en partageant des cuisines et des espaces de travail communs. Enfin, des maisons. Ici, on se trouve au bout des bâtiments, donc il y a plusieurs maisons de ce type. Et là, on est dans des espaces exceptionnels, c'est-à-dire que ces maisons, elles sont de l'ordre de T3, T4, T5, T6 si on compte les vérandas, et on essaye de s'installer au maximum dans ces fabuleuses coursives vitrées, dont vous avez un exemple ici, pour pouvoir développer voilà, des espaces de repas, ou des espaces de télé, ou des espaces de jeux dans ces immenses verrières qui sont quelque part uniques, parce que chez Histoire et Patrimoine, on a restauré pas mal d'hôpitaux, on n'en a eu aucun avec ces coursives en verrière. Et donc, c'est absolument magique de pouvoir en profiter à cet endroit. Voilà, je donne la parole à Dominique, que vous connaissez déjà, et qui va vous parler des espaces partagés de la copropriété. C'est tout à fait spécial ici, mais notre objectif est de fonder une copropriété que l'on gérera sur le long terme et qui verra tous ces espaces communs ouverts au public. C'est-à-dire que l'ensemble du site restera totalement traversables, et les jardins thématiques dont Dominique va vous parler seront quelque part au profit de tous, non seulement les habitants, mais également les Drouais qui pourront venir participer à des ateliers de plantation. Voilà. Bonjour à tous. Pour tout vous dire, déjà, premièrement, c'est ce que j'essaie de dire depuis le début, c'est que vous êtes dans un site exceptionnel. Exceptionnel par son patrimoine végétal, parce que moi, c'est ça qui m'intéresse. Et j'ai essayé de faire en sorte aussi de travailler en étroite collaboration avec l'équipe pour sauvegarder le maximum de végétation existante et spontanée. La difficulté, bien sûr, c'est qu'il faut quand même créer des parkings. Et là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a essayé de retracer les anciennes voiries qui appartenaient au sanatorium pour venir installer notre voirie et se coller au plus près les parkings pour éviter effectivement de dégrader la végétation existante. Donc c'est ce qu'on peut voir un petit peu sur la première image. On est là à peu près au niveau d'un des bâtiments qui s'appelle le bâtiment Villemain. Ce bâtiment Villemain, effectivement, ce seront des résidences. Ces résidences, elles seront occupées en pied avec un rez-de-jardin, des jardins privés qui seront fermés. Il y aura une zone tampon qui permettra effectivement de dégager la voirie avec le parking. Et ensuite, on aura effectivement la végétation naturelle qui est la forêt. Voilà. Donc c'était un peu ça qui était important pour nous, c'était vraiment de travailler aussi sur les cartes anciennes, historiques du patrimoine de ce site pour vraiment le respecter. À de là, ce site est effectivement un petit peu exceptionnel par son patrimoine architectural, historique dans son domaine aussi qui est le sanatorium. On a dégagé effectivement quatre rectangles
qui sont ouverts aux Drouais, qui seront aussi partagés avec les futurs résidents. Et on est parti sur des thématiques qui sont liées aussi au sanatorium, c'est-à-dire le jardin médicinal, le jardin potager, puisqu'avant pédagogique, potager pédagogique. Pourquoi pédagogique? Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, tout ça, il faudra créer des associations, des associations qui permettront effectivement de le gérer, mais aussi parce qu'avant, c'était vraiment le jardin pédagogique, excusez-moi, il était vraiment à côté, où il est situé, il était à côté de l'ancienne pépinière du sanatorium. Donc il y avait une connotation historique au niveau de ce sujet-là. Ensuite, vous avez tout en haut un miroir d'eau. Aujourd'hui, sur ce site-là, il existe encore, on voit encore une trame, c'est une trame de bassin qui est existant. On va le remettre en état pour recréer ce miroir d'eau au cœur du projet. Et ensuite, on a un jardin des senteurs qui serait vraiment dédié à la fleur. Aujourd'hui, il y a des semences, donc on pourra avoir des fleurs coupées, on pourra avoir profité de tout ça et de sentir et de développer aussi tout ce qui est mellifères, abeilles, etc. pour l'environnement. Voilà. Donc c'est un peu ça l'histoire. Ce que vous voyez en bas au niveau de l'image, c'est un peu le principe du jardin potager pédagogique. Ensuite, on a effectivement tout ça, c'est lié aussi avec ces jardins thématiques, bien sûr. C'est surtout pour animer le site. Il faut donner envie, il faut avoir du plaisir de venir sur ce site-là. Et c'est ce qu'on a voulu mettre en place avec l'équipe. Voilà. Et il y a beaucoup de choses encore à dire, parce que c'est très vaste. La présentation est un petit peu rapide, mais je vous en remercie parce qu'il y a beaucoup d'intervenants, mais on mesure pas, il y a un écho horrible, on mesure pas bien l'ampleur du travail que vous avez effectué sur les espaces naturels et verts, mais c'est en dentelle, c'est très bien réfléchi et il y a un aspect aussi pour les scolaires pédagogiques qui nous intéresse fortement parce que nos écoliers, nos petits Drouais, on veut aussi qu'ils puissent découvrir un site qui est déjà exceptionnel, mais qui peut le devenir encore plus. Voilà, mais je résume un peu, mais parce que je sais que vous êtes modeste et que vous passez rapidement, mais je sais le travail que vous faites. Je vous en remercie. C'est très gentil, merci. Je ne sais pas si vous mesurez quand même l'ampleur du phénomène. Nous avons une mobilisation de beaucoup de... Madame Cobé, j'attends de vous entendre aussi, de beaucoup de personnes ce soir, pour vous dire à quel point, et je ne l'ai peut-être pas assez dit, mais M. Baudel l'a dit, mais ces équipes ont un enthousiasme pour ce site-là. Ils travaillent aujourd'hui à fond perdu, parce que c'est pas encore voté, parce que voilà, et puis, mais en tout cas, on a des équipes mobilisées qui croient en ce site-là. Ils sont là ce soir, un jeudi soir à Dreux. Voilà. Mais pour vous dire qu'ils ne sont pas venus à 2 ou à 3 vous présenter une espèce de demi-projet, etc. Voilà, il y a une synergie, une énergie dans ces équipes et ils ont réussi à travailler ensemble. Enfin, c'est assez remarquable. Quand j'aurais proposé de travailler à 3 en disant écoutez, vous êtes à 3, travaillez sur le site, mettez-vous d'accord, ils nous ont regardé avec des yeux ronds. Ils disent c'est la première fois qu'on nous dit ça. D'habitude, on nous met en concurrence, mais je trouvais qu'il y a des belles personnes, des gens de bonne volonté. Donc, en tout cas, merci parce qu'un jeudi soir à Dreux, sera peut-être votre premier, mais pas votre dernier. Merci beaucoup de nous avoir donné cette opportunité et je pense que tout le monde dans le projet est ravi que ça se soit arrangé comme ça et tout le monde est ravi de travailler ensemble et ça fait travailler aussi des architectes qui n'ont pas forcément l'occasion de travailler en binôme aussi de le faire et c'est une belle opportunité je crois. Donc avant de laisser parler Mathieu sur la partie architecture et sur le paysage. J'aimerais juste vous parler un petit peu du concept de Kibana avant de vous montrer comment il va prendre ses marques si vous en avez envie finalement sur le site du sanatorium. Donc le projet de Kibana, c'est un projet d'hôtellerie de plein air qui s'inscrit après le Covid mais qui est une idée qui mûrit en nous depuis un petit peu avant, mais ça s'inscrit encore mieux, pour permettre aux urbains de venir se ressourcer, faire une city escape un petit peu. Vous avez la chance de ne pas vivre à Paris, par exemple, mais pour, par exemple, là, en l'occurrence, ça serait surtout pour des Parisiens en recherche de ressourcing et de bien-être et de nature et de verdure. Et comme disait Axel, le Covid a montré à quel point être isolé, être seul chez soi, sans balcon, sans extérieur, pouvait être compliqué. Et donc là, l'idée à travers Kibana, c'est de faire des petits lodges qu'on va vous montrer après, au cœur de la nature, donc vraiment en immersion.
et de proposer des activités et des ateliers pour recentrer les gens sur des choses simples finalement, donc des cours de cuisine, des ateliers autour de confection manuelle, de développement personnel, de sport et d'autres typologies d'ateliers, et donc de permettre pour un week-end ou pour une semaine de venir vivre dans nos petites cabanes Kibana. On a travaillé le site pour ce projet avec des séquences de paysages, et je vais laisser Mathieu vous expliquer comment Kibana prend ses marques sur le site du sanatorium. Donc, merci, bonsoir à tous. Donc, moi je suis Mathieu Delorme, je suis paysagiste et urbaniste au sein d'Atelier Georges, qui est une agence d'architecture, d'urbanisme et de paysage. Et c'est vrai que je partage ça avec l'équipe. Ma première impression quand je suis venu visiter le site, ça a été bon. Outre les bâtiments, c'est surtout le patrimoine naturel, la forêt, et en plus avec des niveaux de pente du coteau qui sont différentes. Des fois ça descend bien fort, des fois c'est plus pâle, donc il y a plein de milieux naturels comme ça qui cohabitent et qui sont ensemble. Et c'est vrai que du coup le concept Kibana, pour nous c'était l'expérience de la forêt, clairement. Donc on a décliné les différentes séquences de ce que pourrait être une expérience de quelqu'un qui vient à Dreux pour la première fois. J'imagine qu'on attirera des gens qui viendront et qui découvriront Dreux pour la première fois. Et donc on est parti du vocabulaire de la forêt, c'est-à-dire on arrive, on voit une lisière arborée. D'abord il y a des champs, c'est quand même très cultivé autour, donc le paysage est ouvert, on voit la lisière et c'est par là la porte d'entrée du projet Kibana. Donc vous voyez, c'est la partie rouge là. Donc il y a à cet endroit là un pavillon, un bâtiment qu'on aimerait restaurer très simplement, de manière à presque avoir une opération de restauration presque lumineuse. Le soir ça s'allume et on voit que c'est l'entrée, et ça rassure aussi qu'on arrive dans une lisière à la nuit tombée, et il y a un chemin lumineux. On se gare et à partir de là, on commence à découvrir le site. Alors à la croisée du chemin public qui vous a été exposé tout à l'heure, entre le stade de cricket et puis le parc public, il y a ce qu'on appelle le cœur du village de Kibana. Donc c'est vraiment quelque chose qui est ouvert à tous, tout le temps, avec l'entrée pour rentrer dans les cabanes. Il y aura aussi un restaurant, donc ouvert à tous, tout le temps, et un lieu pour des ateliers, avec les différentes activités que proposera Kibana. Donc ça c'est la place du village qu'on a appelée la clairière, puisque c'est l'endroit où il y a un peu moins d'arbres. À la croisée on fait rentrer la lumière et c'est là où il y a les différentes activités. Ensuite on commence à aller dans la forêt vraiment, et là aussi notre souhait c'est d'installer les cabanes de manière presque, c'est les arbres qui vont nous guider l'installation des cabanes, si vous voulez. On n'a pas de tracé régulier et rectiligne, mais c'est plutôt, on va essayer de trouver les emplacements les plus intéressants pour révéler le lieu et être au cœur de la nature. Donc c'est des cabanes que l'on conçoit en bois, principalement, en tout cas en matériaux biosourcés, qu'on essaye un peu de travailler aussi le plus en lien avec le site. Et puis tout doucement, on descend, et on arrive sur la partie de boisée qui est beaucoup plus pentue et qui descend directement. Là, on sent qu'on fait partie d'une vallée avec une rivière au bout, et d'un coup, ça s'ouvre. Il y a d'ailleurs un chemin de grande randonnée qui passe pas loin, donc ça permet aussi de proposer des activités à ceux qui traversent le territoire et de les faire remonter, et donc d'arriver au bord de la rivière. Alors au bord de la rivière, vous connaissez tous, à mon avis, comment ça se passe là-bas. Pour l'instant, c'est plutôt des prairies humides qui peuvent être inondées en cas de fortes intempéries. Et là aussi, ça serait d'essayer de travailler différentes activités au bord de l'eau. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut encore qu'on développe, mais c'est vraiment notre souhait d'avoir cette séquence de paysage du bord de l'eau jusqu'au plateau. Et c'est cette expérience qui sera un peu le cœur du sujet Kibana. Du coup, je vais vous présenter un peu plus imagé, entre guillemets, ce qu'on vient de vous présenter. Donc les hébergements, donc 50 écologes, 25 écologes familiaux et 25 écologes plutôt dédiés à des couples. Travailler, comme le disait Mathieu, avec des matériaux naturels, très ouverts sur le paysage et assez espacés pour que chacun ait son petit bout de verdure à soi et pas que les écologes soient les uns sur les autres. L'idée, c'est vraiment de profiter de cette nature et donnant du coup la possibilité aux clients de se ressourcer
en pleine nature. Donc ça, c'est la partie hébergement qu'on trouvera sur la partie forestière. La place du village dont Mathieu vous parlait, qui est cette fameuse place où se retrouvent à la fois les habitants d'Histoire et Patrimoine, les visiteurs aussi de chez Aldéran, de chez Kibana. C'est vraiment le centre du complexe. Et là, sous le château d'eau, un comptoir local de produits d'artisans locaux, d'agriculteurs de proximité, également des produits du potager qui sera ici. Et donc en vente, qui peut servir à la fois de petites boutiques souvenirs avec des produits qui auront pu même être créés par les touristes venus chez Kibana, qui auraient fabriqué des petits savons ou des petits souvenirs, mais aussi donc tous ces produits locaux, donc à la fois une petite boutique, mais pourquoi pas une épicerie pour les habitants, que ça soit d'Histoire et Patrimoine ou évidemment les Drouets qui seraient venus se balader et qui voudraient repartir avec une petite, un petit souvenir ou une petite quelque chose pour manger par exemple pour le soir. Donc je ne sais pas si on voit très bien ici le style un petit peu d'épicerie qu'on peut créer, donc le comptoir local. Ensuite, notre restaurant, donc, qui est à la fois le restaurant pour le midi et le soir des touristes venus voir Kibana, aussi ouvert au public et qui nous sert de salon d'accueil et de réception aussi décentralisé. On casse un petit peu les codes du tourisme avec la réception très froide que l'on connaît dans l'hôtellerie. On vient s'asseoir, prendre un café et on fait un check-in complètement décentralisé à travers ce salon d'accueil. Et donc, ça peut être aussi un salon pour boire le thé toute la journée, donc ouvert du matin au soir. Enfin, notre dernier bâtiment, donc les grands ateliers, qui va être un bâtiment laissé volontairement un petit peu brut, où on va mettre des grandes tables conviviales et où auront lieu des activités, donc comme je disais, de confection manuelle, de cuisine, de développement personnel, pourquoi pas avoir même des conférences ou autres ateliers création de terrarium où on peut imaginer plein de choses et pourquoi pas un lieu aussi de télétravail au vert pour des gens qui voudraient rester un petit peu plus longtemps que juste un week-end et qui trouveraient opportun de venir travailler ici à travers ce bâtiment des grands ateliers. Et je vais laisser maintenant Aldéran et May parler de leur programmation. Merci beaucoup. Merci. Et moi de Kobe. Donc oui, la programmation portée par Aldéran, c'est bien de rassembler les gens dans 3 pôles différents. Un pôle de création vraiment dont la volonté est vraiment d'être ouvert au public, ouvert vers l'extérieur, avec une vraie porosité entre le bâtiment et son espace extérieur. Rassembler les gens dans un hôtel avec une hôtellerie plutôt assez haut de gamme, avec aussi un espace de bien-être, et un pôle de coworking et de séminaire, donc avec aussi des logements. Le projet est aussi soutenu pour l'instant aussi par la Caisse des dépôts qui pourra être un partenaire aussi pour la suite. Donc il y a une vraie preuve aussi de soutien du projet porté par Aldéran. Je vais laisser Maud Cobet présenter toute la dimension architecturale du projet qui est magnifique. Merci May, bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur le maire. Merci Rémi pour ta confiance. Écoutez, je suis très heureuse et un peu émue d'être avec vous aujourd'hui. On ne pensait pas qu'on serait aussi nombreux. Nombreux pour vous présenter un projet qu'on a travaillé depuis quelques semaines maintenant. Alors on a connu le phénomène des charrettes. Il a fallu d'abord, j'ai eu un fameux coup de téléphone de Rémi un soir qui me dit, ça ne dérange pas de m'aider pour les slides, merci. J'ai du mal à faire 2 choses à la fois, si je peux passer la suivante, qui m'a dit, Maud, j'ai un projet de dingue à te présenter, qu'est-ce que tu en penses? Et donc j'ai vu un film qui circulait sur Internet et je ne connaissais pas, sincèrement, je ne connaissais pas du tout ce sanatorium. Donc on s'est renseigné, qu'est-ce qu'un sanatorium? Pourquoi à Dreux? Et puis on a découvert ce magnifique patrimoine naturel. C'est déjà ça qu'on découvre quand on arrive dans le site. C'est ce poumon végétal quand on est des Parisiens. J'étais à Bruxelles à ce moment-là, mais on dit waouh, enfin un peu d'air, et ça tombait effectivement bien ou mal, je ne sais pas comment on peut dire ça comme ça. C'était au moment où on était tous confinés chez nous. Et on découvre donc cette nature et cette architecture. Alors qu'on aime l'architecture, qu'on soit des doués ou pas, qu'on soit doué en architecture, ce que je voulais dire, pardon. Quand on voit cet ensemble art déco, ça fait plus de 100 ans que ça a été construit. Alors effectivement, beaucoup de bâtiments sont en piteux état,
mais il y a quand même ce silence, ces bâtiments qui sont là, qui vous appellent, et on imagine la vie qui devait être à l'époque. Et donc on n'a qu'une envie, c'est de se ressaisir de cet espace-là et de réconcilier cette architecture, cette nature. Mais comment faire? On va lui donner un usage. Et c'est ça le plus important. Et nous, ce qui nous intéresse, et je pense pour ça qu'on est là aussi ce soir, c'est que en tant qu'architecte, je suis intéressée par les usages. C'est ce qui fait qu'un bâtiment est vivant, c'est parce que vous lui avez inséré de la vie. Et ce bâtiment, il est génial. Il a été conçu par plusieurs architectes parce qu'il est extrêmement polyvalent. Il est tramé, il est simple. Alors on a compris, la trame, on la connaît par cœur, Le Corbusier, etc. Mais là, elle va nous faciliter la vie puisqu'on va pouvoir créer des usages et faire vivre ces espaces dans le temps. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est dans le temps, dans la durée de la journée, le soir, la semaine, le mois, les saisons. On ne veut pas créer un parc d'attractions, on ne veut pas créer un lieu simplement dédié au logement, on va créer tous ensemble un lieu magnifique, un espace de vie. Et puis si quelques usages ne marchent pas, on saura rebondir et on saura retrouver de nouveaux usages. Le plus important, c'est que nous, les architectes, on soit au service de ces bâtiments-là, qu'on donne toute notre passion pour mettre en exergue tout le travail qui a été fait par nos confrères, avec beaucoup de modestie, parce que ces bâtiments, ils sont beaux, c'est de ce style art déco qu'on adore. Pourquoi? Parce qu'ils sont simples, ils sont efficaces, et puis ils révèlent l'essentiel. Et donc typiquement, ce premier bâtiment, le Préventorium, alors on a été, mes équipes, que je salue aujourd'hui, Julia, chef de projet, on est une dizaine de collaborateurs à avoir travaillé pendant quelques semaines pour ce projet, pour découvrir, on a été aux archives de Chartres, pour découvrir les archives qui restaient, de l'AHP. Donc on a récupéré des photos de bâtiments, et c'est super, parce qu'on a découvert également qu'il y a des bâtiments qui avaient été imaginés, mais qui n'ont pas été réalisés, d'autres qui ont été démolis. Et donc ce préventorium-là, pour la petite information, ce bâtiment majestueux, incroyable, c'est le premier qui a été construit sur le site. Voilà, donc c'est celui qui, nous semble-t-il, est le plus intéressant d'un point de vue architectural et patrimonial, et dans son histoire, c'était le premier. Et puis 1 an ou 2 ans après, il y a une législation sanitaire qui a été imposée, donc on a imposé à chaque commune, je crois, je ne dis pas de bêtises, de créer, enfin les grandes villes, de créer des sanatoriums effectivement pour des raisons sanitaires que vous connaissez. Donc ce bâtiment, le Préventorium, il est majestueux, il est incroyable, et en toute modestie, on va le restructurer, et donc on aimerait vous proposer un centre haut de gamme d'hôtellerie. Mais on y fera plein de choses. On pourra loger un restaurant gastronomique. Il y aura, on imagine bien, des fêtes de mariage, de week-end ou des événements privatifs. Et puis tout ce travail, on va le faire en liaison avec l'extérieur. Il ne s'agit pas simplement de s'adresser au sud, puisque les bâtiments ont été construits au sud. On va essayer de révéler toutes les façades et de s'ouvrir et de créer une porosité entre les extérieurs. Et donc, en tant qu'architecte également intéressé par le paysage, on a imaginé tout un parcours de promenade ouvert aux doués et ouvert également, évidemment, aux personnes qui vont résider dans ces espaces-là. Et l'art et la culture va s'inviter, et donc on va déambuler, on va pouvoir redécouvrir dans ces espaces-là, dans ces grands jardins, dans la forêt, l'art. Donc l'art va devenir le lien entre les espaces. Donc premier bâtiment, je vais à l'essentiel, donc ce magnifique Préventorium. Deuxième espace, juste à côté, alors c'est un ancien lazaret. Donc un lazaret, c'était un lieu où on était un peu confiné, finalement on était malade mais pas vraiment, donc on vous confinait dans ce lazaret. Et donc nous on va le ressourcer en espace de bien-être. Alors oui, il y aura des spas, il y aura un espace pour messieurs et mesdames, ou mesdames et messieurs, mais on va aussi s'intéresser aux gens qui sont malades, qui cherchent à se ressourcer, à se régénérer. Donc ça sera un lieu de bien-être au sens large du terme. Cette image que nous avons imaginée dans un des espaces qui finalement va s'ouvrir vers l'extérieur, et donc on a imaginé ce bassin de nage, qui va venir sortir et donc déambuler à l'extérieur du bâtiment. Le troisième espace, donc là on était dans la zone hôtellerie, là on passe vers le pôle culturel, mais je te laisse la parole. Effectivement, on a prévu un pôle de création et un pôle culturel vraiment avec 3 principaux usages, avec d'abord un lieu de résidence logement pour des artistes et de lieu de création. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir des artistes qui viennent habiter ici au sein de cette forêt incroyable pour des durées de plus ou moins long terme, on va dire 3 à 6 mois environ, et qui viennent vraiment s'immerger sur le site et créer des œuvres vraiment en lien avec le projet. Donc c'est une vraie résidence d'artistes avec des ateliers privatifs, mais aussi des ateliers partagés, et dans lesquels aussi les artistes drouais, les artistes de la région pourront aussi venir utiliser les machines et vraiment s'inspirer aussi du site, et donc du coup de vraiment avoir un espace ouvert.
On souhaite aussi monter un lieu de formation artistique, donc vraiment pour les amateurs, vraiment complètement intergénérationnel, donc autant pour les enfants que pour que pour les adultes ou les personnes âgées, et qui soit dispensé par aussi des amateurs, des artistes, des philosophes. Donc vraiment avoir une idée de la formation un peu différente et d'avoir vraiment ces moments de création et pour tout le monde en fait. Que tout le monde puisse venir et créer sur site. Et ensuite, d'avoir une dimension vraiment événementielle très importante, là avec des moments forts, certes, peut-être une fois ou deux dans l'année avec un festival et du coup avec vraiment quelque chose d'une dimension assez importante où on fera venir à la fois les Drouais mais aussi peut-être les Parisiens et les gens de la région, mais aussi des animations vraiment toutes les semaines ou tous les mois pour les habitants et pour les Drouais. Donc là, ça peut être des ateliers, des workshops, des petites expositions, des animations, des performances, des concerts. Donc vraiment, l'idée, c'est d'avoir vraiment un lieu qui soit vivant et animé en permanence et qui soit accessible aussi, avec vraiment autant en intérieur qu'en extérieur, avec une sorte un peu d'auditorium extérieur aussi qui puisse être accessible et avec une animation. Ouais, voilà un des espaces d'atelier un petit peu de création. Merci. Donc là, on est effectivement dans une scène qu'on a imaginée à l'intérieur de l'espace. On est au premier étage. On revient dans la perspective d'avant pour votre gouverne. Donc le bâtiment existant, il est là au rez-de-chaussée. Et puis donc on est venu créer une surélévation pour pouvoir loger donc ces ateliers, cette résidence d'artistes. Et on aura l'occasion de profiter des vues avec l'accessibilité directe des terrasses. Donc la vue sur l'intérieur. Donc on révèle les matériaux tant qu'on peut et on va essayer de garder le côté un peu brut de l'espace qui nous plaît bien, évidemment. Et peut-être quelques œuvres d'art qui existent, je ne sais pas si vous avez vu les magnifiques graffitis. Et on arrive maintenant dans la zone qu'on appelle coworking. Alors c'est un mot générique, c'est pas forcément que du coworking. Le plus important pour nous, c'est de créer des espaces de travail, soit en mode individuel, soit en mode collectif, avec toujours cette notion d'inter-échange pour une courte ou une longue durée. Donc là, vous êtes devant le préventorium des petits, puisqu'il y avait le préventorium, l'hôtel dans le grand préventorium, et là, c'est le préventorium des tout petits, donc qui était destiné à l'époque pour les enfants. Et donc là, encore une fois, on est dans un espace chronotopique où on va essayer de travailler des espaces de séminaire également, et un hébergement pour les professionnels. Voilà, donc c'est vraiment un lieu mixte, la programmation reste encore à affiner, mais l'idée, c'est de venir travailler et s'héberger localement dans ces espaces-là. Je laisse la parole pour la partie économie de projet. Merci. Merci. Voilà, donc c'est la dernière partie de la présentation. L'objectif, c'est de vous expliquer avec quelques slides comment on fait. Donc vous avez compris, ce site il est immense, il est dans un état extrêmement dénaturé, avec des bâtiments en friche, et le programme que nous portons, il est fortement ambitieux. Tous autant que nous sommes, nous avons essayé de faire le tri dans nos meilleures images, ça a été très dur, donc voilà, vous avez un super pêle-mêle avec chaque catégorie de projet. Autant dire, c'est pas si facile que ça. Pourtant, on a travaillé avec les équipes de la ville, avec notamment Monsieur Poisson et Madame Bazot, qui ont une vision opérationnelle extrêmement forte. Et du coup, on est arrivé à l'idée qu'il fallait faire un projet qui soit réalisable d'un point de vue économique et financier. Ça a été notre travail avec la direction d'Alderan et la direction de Kibana de trouver les équations économiques nécessaires, mais aussi réalisable d'un point de vue opérationnel. Donc nous avons longuement rebattu les cartes, rebattu ce terrain et travaillé ensemble aux problématiques d'accès, de circulation, de répartition du site, de vision des parcours, de vision des habitants, de vision des stationnements. Et nous sommes arrivés à ce plan masse qui permet à la fois d'avoir une distribution simple du site, également une répartition des véhicules en lien direct avec la route existante, mais qui en même temps ne pénètre pas
profondément le site et justement laisse quelque part une très grande part à la nature, une très grande part aux piétons et où finalement on pénètre juste très légèrement, on se gare et ensuite on vit pleinement dans ce cocon. Donc ça se traduit par ce schéma de couleur, mais qui est pas si facile que ça à élaborer et pour ça, voilà, bravo aux équipes qui s'y sont penchées et au conseil de la ville qui était fort expert. Alors c'est finalement un projet complexe, on l'a dit. Il y a des villes qui mettent 25 ans à faire sortir des projets de cette taille. Hein. On parle de 20 000 m² et de 100 millions d'euros, donc c'est pas du tout anodin. C'est de l'investissement privé qui est mobilisé sur très peu de temps. On va le voir juste après. Et on a essayé de faire en sorte que le montage opérationnel, c'est-à-dire les conditions pour y arriver, soient les plus simples possibles pour que le calendrier soit le plus court possible et qu'on soit par conséquent toujours dans la capacité de le faire. Car plus on est proche dans le temps de ce qu'on a imaginé et quelque part, plus on est fort pour le faire. Donc les conditions, vous les avez sous les yeux, chacun de nous en a. Il y a finalement des conditions qui sont classiques pour des projets qui pourraient être les mêmes sur des bâtiments beaucoup plus petits. Donc des conditions de permis de construire, d'autorisation d'urbanisme, et puis pour les bâtiments qui accueilleront du public, parce que c'est nécessaire de pouvoir recevoir des ERP sur ce site, une nécessité de changement de PLU, je dirais la plus classique du monde quand on fait des bâtiments qui reçoivent du public. Voilà, il y a également, et j'espère que ce sera presque une formalité sur ce site, la condition d'une protection au titre des monuments historiques, puisque ce site est finalement déjà, depuis longtemps, très longtemps, surveillé par les services de la culture, et c'est normal, puisque, comme vous savez, il y a la beauté architecturale et cet esprit art déco qui rayonne, mais aussi une histoire sociale très forte. De nombreux Drouais sont passés par ce site en tant que salariés ou en tant que patients, et cette histoire sociale, elle est si forte que c'est finalement même comme ça que nous avons connu ce site, puisque c'est à propos l'article de presse à propos du docteur Roche et de son œuvre sur les lieux qui nous a fait rencontrer l'histoire du sanatorium, et c'est pour cette raison que nous sommes venus voir toute l'équipe, Monsieur Poisson et Monsieur le maire, pour la première fois. Donc il faut sauver quelque part tout ça, et cette protection au titre des monuments historiques, elle couvrira l'ensemble de ces champs, et architecturaux et sociaux. Alors nous allons nous revoir de nombreuses fois, hein. C'est aujourd'hui comme une petite graine que l'on plante ensemble, c'est pour ça que vous avez des petites plantes sur la table. Puisque notre objectif, il est de rester liés et de co-construire ce projet pendant 5 ans. Alors, vous allez me dire c'est long. En fait, non, c'est court. C'est très court pour faire tout ce qu'on a prévu de faire. Et comme vous avez vu et comme on vous l'a dit, on est extrêmement motivés. Donc, notre objectif, c'est d'avoir fait une partie des livraisons, en tout cas la majeure partie des livraisons de travaux en 2025. Et si possible au printemps, parce qu'on préférerait finir quand il fait beau pour faire une fête dans le jardin. Donc pour ça, il faut qu'on puisse déposer dès le début d'année prochaine des autorisations d'urbanisme, des permis de construire et la fameuse protection au titre des monuments historiques dont on vous parlait. Il faut également qu'on ait commencé dès le début d'année la modification du PLU et les votes qui faire. Donc c'est ce qu'on vous propose de faire. En général, cette année 2022 et 2023, où vous voyez toutes ces cases, elles sont ponctuées de comités de pilotage, de la réunion de plusieurs services qui co-construisent le projet comme on vous l'a dit. Donc voilà, on se reverra dans plusieurs d'entre vous, et même la plupart j'imagine, dans le cadre de comités de pilotage qui, comme vous l'indique la flèche dorée, vont se poursuivre jusqu'à fin 2023. Voilà, donc c'est l'idée de ce projet, ressourcer, rassembler, réhabiter, révéler. Ce n'est que le début, mais l'objectif, c'est d'avancer ensemble. Merci à vous. On a fini.
merci pour votre attention. C'est dense, hein, c'est dense, mais ça le mérite. Et croyez-moi, c'est qu'une toute petite partie de tout le travail qui a été fait depuis des mois et des mois. Enfin, Histoire et Patrimoine, c'est presque 1 an et demi, je crois, maintenant. Enfin bref. Bon. Voilà, donc merci beaucoup pour votre attention. Je conclue rapidement avec quelques remerciements. Tout d'abord l'équipe quand même, parce que c'était beaucoup de travail. Le travail effectué sur le projet et cet oral. Merci Marie, je sais que c'est très long de préparer ça. Et ensuite, je voudrais remercier la ville, parce que déjà, on le dit nous, sur chacun de nos projets, mais ça prend vraiment une certaine ampleur et vérité sur ce type de projet-là. On travaille jamais seul sur un projet, on a beau être les meilleurs opérateurs, être accompagné des meilleurs maîtres d'œuvre. Si on n'est pas en pleine discussion et qu'on n'a pas l'écoute en fait de la collectivité, on fait rien. Sur un petit bâtiment, c'est vrai, alors sur un projet comme ça, c'est là encore plus. Et on a trouvé une vraie écoute auprès de l'équipe municipale. On a eu beaucoup de rendez-vous, on a vraiment co-construit ce qu'on a présenté là. Je repasse pas sur le fait de travailler tous ensemble, c'était assez étonnant, mais finalement très fructueux. Et voilà, monsieur le maire, merci une nouvelle fois de nous avoir fait découvrir quand même ce sanatorium et même finalement votre ville, parce qu'on ne la connaissait pas tant que ça. Et on peut vous dire que ça c'est un gros défaut de ne pas connaître la ville de Dreux, mais voilà. ça se résout facilement, ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà. Merci monsieur. Donc un jeudi soir à Dreux, c'est pas... Un jeudi soir à Dreux et le week-end à Dreux. Si vous en avez terminé, je vais passer aux questions peut-être. J'ai une petite conclusion très pragmatique. Je suis désolé, mais j'aime bien être un peu terre à terre à la fin, parce qu'on a beaucoup rêvé, on a vu des belles images, un film, on a beaucoup parlé de programmation, et c'est vrai qu'on rêve beaucoup. Mais il y a des rêves, il ne faut pas qu'ils se concrétisent, mais ces rêves-là sur ces projets, ils n'ont de sens que s'ils se concrétisent. Donc Axel l'a beaucoup dit, on surfe quand même sur une vague et un contexte particulier. Il y a toutes les planètes qui s'alignent, et c'est vrai qu'on le redit, mais en fait, les temps sont longs, mais les temps pressent quand même. Si on veut arriver à faire ce projet, il est nécessaire qu'après on avance sur des décisions fortes et qu'on puisse déposer les permis de construire dès l'année prochaine. Voilà. Ok, je ne sais pas si le micro est éteint, mais oui, c'est bon. C'est un projet qui est conséquent pour nous, hein, qui est un projet extrêmement important. C'est un projet aussi qui va s'étaler sur plusieurs années, qui va générer beaucoup d'emplois directs et indirects. Donc ça, c'est aussi un élément essentiel. On a besoin d'emplois, on a besoin de nouvelles populations, on a besoin d'activités, on a besoin de redéfinir ce site, de redonner de la vie à ce site, mais de la vie qui soit pas hors de la vie des Drouais aussi. Hein. Donc ça, vous l'avez bien compris, je vous en remercie. C'était aussi ce qu'on vous avait demandé dès le départ, mais je pense que vous l'aviez en tête. Et puis voilà, donc aujourd'hui c'était une première présentation parce que nous avons souhaité que tous les élus et tous les Drouais soient au même niveau d'information que nous. Alors parfois on me dit oui, tu aurais pu en parler. On ne peut pas annoncer quelque chose comme ça quand c'est pas complètement travaillé, qu'on ne se dit pas oui c'est faisable. Parce que si c'est pour faire des effets d'annonce, ça ne nous intéresse pas. Aujourd'hui, on vous fait une première présentation, on va prendre des questions, je pense qu'il y en aura. Et puis, on se reverra le 1er octobre, parce que le 1er octobre, nous prendrons la décision, si mes collègues en sont d'accord, de vendre ce site, qui me permettra de signer le compromis de vente pour que vous puissiez, à votre tour, commercialiser. Parce que c'est ça le nerf de la guerre, c'est la commercialisation. À partir du moment où vous aurez un certain nombre de pourcentages de commercialisation, on partira sur le projet. Donc, c'est extrêmement important. On a essayé de se mobiliser au mieux pour aller le plus vite possible. Et je voudrais remercier les services de l'État qui travaillent en ce moment sur l'estimation des domaines, pour qu'on puisse avoir une estimation qui soit cohérente par rapport au site, par rapport au projet, et que tout ça soit rendu faisable. Donc c'est, comme vous le disiez, monsieur Baudet, c'est un travail, c'est pas la ville de Dreux, c'est pas les opérateurs, c'est pas l'État, c'est tout le monde. Voilà. Et un projet comme ça, on peut pas le faire tout seul, c'est tout le monde. Donc voilà, il faut prendre conscience quand même que vous avez mobilisé des moyens depuis des semaines, des mois. Alors ça fait pas 1 an et demi parce qu'on est élu depuis 1 an et 3 mois, donc s'il vous plaît, je plaisante. Mais c'est vrai qu'on s'est vu très rapidement après l'élection. Si vous me dites 1 an et demi, vous allez dire Gérard, vous allez dire c'est moi qui l'ai fait. Je plaisante. Mais non, on s'est vu effectivement après les élections là-dessus.
vous avez marqué un intérêt. Je raconterai un jour l'anecdote pourquoi je vous ai contacté en fait. Parce qu'on rencontrait un jour, c'était assez intéressant de voir que des fois des points de détail font que l'histoire se fait. Donc voilà, je vais passer aux questions, on va pas être trop long. Je le dis aussi, hein, c'est une première pierre qu'on pose. Les Drouais seront invités à y participer. Toutes les remarques sont bonnes. Voilà, on peut compter sur les Drouais qui seront très intéressés par ce très très beau projet. Voilà, je passe aux questions. Allez, Monsieur Gambuto, allez-y. Tout d'abord, merci pour cette présentation et merci aussi, Monsieur le maire et chers collègues, d'avoir souhaité faire cette présentation, la partager avant de passer au moment des votes dans quelques jours au conseil municipal. Alors, il y a un certain nombre d'idées qui sont très très intéressantes, hein. On a écouté ça avec plaisir, d'autant que les intervenants étaient passionnés. Et c'est toujours agréable de voir qu'il y a des personnes qui sont passionnées pour ce qu'elles souhaitent faire pour notre ville, puisque, vous en doutez, on en est tout aussi passionnés. Des tas d'idées qu'on défend aussi depuis longtemps, que ce soit sur ce site ou sur d'autres sites. Alors, pour faire le vilain petit canard, c'est dire aussi que des moments passionnés comme ça, j'en ai vécu ici dans ce conseil municipal, et j'étais en train de me souvenir, je crois que c'était la structure, je crois que c'était la Fabrique Urbaine qui était venue, qui nous avait présenté tous les projets qui étaient sur une autre partie, et où on était, il y avait un enthousiasme extraordinaire, mais entre tout ce qui avait été dit, tout ce qu'on avait décidé, le peu de concertation qu'il y avait eu, ce qui a été réalisé après n'avait absolument rien à voir. Donc là, ce que je voudrais dire, c'est un espoir qu'on soit dans une logique réellement d'aller au bout de ces souhaits et de ces projets, parce qu'on voit bien que pour que ça ait du sens, il faut que tout ce que vous proposez soit en corrélation et marche et fonctionne en même temps. Parce que sinon, s'il n'y a qu'une partie, eh bien on casse cette dynamique d'ensemble. L'une des premières questions que je me pose quand même, c'est, pour avoir quelques réserves, c'est qu'on voit beaucoup d'animations, d'actions, de projets qui sont autour de tout ce qu'on pourrait amener en tant qu'habitant, etc., sur le Drouais. J'ai pas trop vu, à part sur les jardins potagers, etc., j'ai pas assez vu l'implication des Drouais, tant sur la concertation, vous nous expliquerez si vous le voulez bien, comment vous envisagez cette concertation et sur quel sujet, puisque ça semble quand même très avancé votre projet, donc que ce soit pas seulement sur le choix des plantations des potagers, et puis aussi d'avoir plus d'éléments sur la part d'habitation qui sera propre au Drouais. Y aura-t-il aussi, vous parliez de mixité, y aura-t-il aussi par exemple un petit peu de logement avec, on va dire, avec des loyers modérés pour permettre à des Drouais de venir aussi participer à vivre ce quartier. En ce qui concerne le projet Kibana, j'ai vu, alors vous me direz s'il vous plaît si j'ai bien compris, mais j'ai vu quelque chose qui ressemblait un petit peu à ce qu'il fait avec Utopia, notamment à Senonches. Est-ce que c'est la même chose? Et si on est dans ce projet-là, ça veut dire que c'est Kibana qui investit et gère ensuite dans la durée, ou c'est quelque chose qu'on nous vend et ensuite à nous de gérer? En ce qui concerne l'hôtel de luxe, je posais quelques questions, puis après vous répondrez. En ce qui concerne l'hôtellerie que vous imaginez de très haut de gamme, est-ce qu'il y a des études de marché? Parce que là, ça nous étonne, mais pourquoi pas, hein? Est-ce qu'il y a des études de marché qui nous laissent penser qu'il y a vraiment le potentiel, il y a la possibilité de remplir un hôtel 5 étoiles et d'avoir un public suffisant pour rendre cet hôtel viable, parce que le but c'est aussi que ça marche. Donc là encore, est-ce que c'est un investisseur que vous avez déjà sous le coude, et il y aurait la possibilité de développer? Est-ce qu'il y a une étude de marché? Juste nous éclairer, nous rassurer là-dessus. En ce qui concerne les jardins potagers, ok pour le monde associatif, mais ça veut dire aussi, est-ce qu'il y aura un engagement de la ville et des collectivités pour un accompagnement très fort, parce que ça, dans la durée, ça coûte de l'argent. Donc, si c'est un engagement, c'est quelque chose d'intéressant, puisque c'est des choses qu'on a défendues, pas forcément sur ce site, mais ailleurs. Mais ça veut dire aussi, si on accompagne ce type de jardin potager avec une vraie politique d'accompagnement, etc., que ce soit sur le reste de la ville et pas seulement sur cet endroit, mais ça, on en sera tous d'accord. Le pôle culturel, bah, là encore, ça fait rêver ce que vous nous proposez, mais là encore, est-ce que on votera en même temps, ou en tout cas, on nous dira quels sont les budgets pour accompagner ce pôle culturel, ou est-ce que là, ceux qui nous proposent d'accompagner ce projet
projet et tout ce qui va avec, et qui était vraiment très intéressant. Est-ce qu'on aura derrière les investisseurs? Est-ce qu'il y a quelque chose derrière qui peut nous assurer un financement où la ville s'engage sur la durée à un financement, puisqu'on sait bien que les artistes en résidence et tout ce qu'ils pourront produire, ça coûte, la culture coûte, et c'est normal, hein, mais est-ce qu'on décide de mettre de l'argent dedans? Peut-être quelques chiffres, combien de logements, combien d'habitants ça vous avez imaginé sur toutes les constructions. Puis bon, sur la construction, là encore, hein, comme je vous demandais tout à l'heure, c'est savoir pourquoi et comment. Voilà. Oui, on va passer à d'autres questions après. Je le lis, hein. Vous avez compris, M. Gambito est d'opposition. Hein. Je plaisante. Ouais, non, mais c'est la rentrée. Deux, trois petits points après sur les questions plus techniques pour répondre. M. Gambito, la fabrique urbaine, effectivement. Alors, j'ai pas de souvenir qu'ils avaient fait un projet sur ce site-là, mais peut-être sur un autre site, d'accord. Oui, non, parce que je veux dire, la fabrique urbaine, ils font des dessins, mais c'est pas des investisseurs, on est bien d'accord. Hein, c'était des prestataires. Donc ils n'engageaient pas des finances à eux ou des projets là-dessus. Donc c'était pour faire la différence entre des gens qui mettent de leur argent, qui est un comité directeur, qui ont déjà voté en interne ces projets-là, etc., qui ont les reins solides et qui font leur propre projet, quelqu'un qui fait un dessin qui dit, voilà, c'était juste pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Kibana, non, on n'a pas vocation à acheter les cottages de Kibana pour les gérer derrière, on est très clair, hein, c'est un projet privé là-dessus qui est en synergie avec l'hôtellerie et tous les espaces. Alors Utopia, je comprends la question parce que c'est une vraie question, c'est-à-dire est-ce que ça pourrait percuter d'autres projets qui sont dans le secteur? Ils sont sur une autre définition, c'est-à-dire que c'est pour des séminaires, des accueils de groupes, il y a une autre dynamique, c'est vrai. Après sur comment dire, une étude de marché sur l'hôtellerie, je crois que le château de Primard a ouvert à quelques kilomètres d'ici, a investi 22 millions d'euros, et ça fonctionne très bien parce que nos amis parisiens, les 12 millions d'habitants du bassin parisien, ils ont besoin de respirer, quoi. Donc quand on investit autant d'argent, on étudie la question, on sait où on va. Je me ferai pas la fierté de dire que je connais mieux que les marchés. C'est à eux d'investir, c'est à eux de projeter. Donc effectivement, après, sur le fait de dire il ne faut pas créer de faux espoirs, je suis bien d'accord avec vous. C'est pour ça qu'on a attendu aussi de travailler ensemble, voir si tous les acteurs qui sont présents ici se disent oui, c'est faisable, on a assez travaillé. Je veux dire, si on cumule les talents ici, l'argent qui a déjà été investi en termes de ce qu'on appelle ETP dans les collectivités, c'est en termes de temps, ce sont des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros qui ont été investis depuis des mois. Donc les gens qui sont là, c'est des gens qui pensent que ça va se faire, qui mettent de l'argent sur la table, qui croient dans le site. Toutes les questions ne sont pas réglées parce que c'est la première pierre qu'on pose. Et puis dans quelques semaines, prochain conseil municipal, on ira un peu plus loin dans le débat. Il y aura aussi une concertation, on va en discuter. L'aspect culturel, Fouzia était là aussi autour de la table. C'est des questions qu'on met aussi sur la table. C'est comment nous, la culture peut s'imbriquer dans ce projet-là. Je vous rappelle qu'on a quand même doublé le budget culture quasiment. Si j'ai doublé, il va me dire tu me vendras encore. On a quasiment doublé le budget culture, on a une force de frappe là-dedans, et on peut intervenir dans par différents biais. Les associations, je pense aux artisans d'art du coin, les peintres amateurs, enfin il y a plein de choses à imaginer. Voilà, on n'a pas toutes les réponses, mais il y a des belles énergies, il y a un tissu associatif, il y a une direction culturelle qui est très dynamique. Enfin, je veux dire, à part si je peux te laisser dire un mot là-dessus, mais je sais que tu as déjà phosphoré là-dessus. Et puis, on va co-construire tout ça ensemble. C'est-à-dire que là, on est sur est-ce que le projet est faisable ou pas? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. Les professionnels nous disent oui, c'est faisable, on y croit. 1. 2, est-ce que la mairie de Dreux veut vendre le site, et est-ce que le prix sur lequel on peut s'entendre est cohérent avec ce que va nous dire l'État? Voilà, on attend la bonne nouvelle dans les prochains jours, logiquement ça devrait être le cas. Et puis 3, est-ce que le projet auquel on croit, est-ce que quand on va lancer la commercialisation, est-ce que nos amis du coin, les Parisiens, vont dire ouais, ça me plaît, je me projette, etc. Après, si je vous disais que tout est figé, tout est machin, qu'on est les meilleurs, ce serait ridicule.
voilà, on y croit, il y a des belles énergies, on peut refaire quelque chose de ce site-là, on y met du temps, de l'énergie, certains y mettent de l'argent, et puis dans quelques mois, on se dira, la commercialisation fonctionne très bien, on est tous heureux et on y va, ou peut-être qu'on dira, voilà, c'est un échec parce qu'on y croyait, etc. Moi, je pense que ce site-là, on peut en faire quelque chose d'assez extraordinaire pour notre région, pour notre ville. Voilà à quoi je crois, et manifestement, je ne suis pas le seul. Voilà. Après, peut-être que si vous vouliez, Aïssa, si tu veux dire un mot. Une information à donner à nos collègues et aux Drouais. Sur les 40 hectares du site, combien seront utilisés par les opérations? Alors dans une vidéo j'ai dit 12 hectares, mais je me suis peut-être trompé en fait, c'est peut-être un peu plus, mais peut-être moitié-moitié, je ne sais pas quelle est la partie qui serait vendue et quelle partie on garderait, peut-être moitié-moitié, parce que j'ai dit 12 hectares, mais ça doit être un peu plus que 12 hectares. Voilà, j'ai dit dans une vidéo 12 hectares, mais je pense que j'ai dû me tromper, ça doit être... Ça fait une quarantaine d'hectares le site à peu près, c'est ça? 34 hectares, pardon. Voilà. Oui, l'objectif de ces périmètres, qui n'ont pas été dessinés comme ça au hasard, c'est de permettre à chaque opérateur de réaliser les travaux qui lui incombent sur ce site. Voilà, donc ça répond pas intégralement, mais en partie aux questions, c'est-à-dire que pour les jardins thématiques, par exemple, si je parle de la partie histoire et patrimoine, voilà, c'est quelque chose qui est financé par l'opérateur. Et c'est pour ça que le périmètre de cession s'y accommode. Et encore une fois, c'est pas parce que cession que c'est privé. Voilà, c'est le détail important de ce projet-là. Allez, on passe aux questions suivantes. Monsieur David, allez-y. Bonsoir à tous. Déjà, merci aux nombreux présents. Je trouve que ça témoigne de l'envergure du projet qui est objectivement assez colossal, je le reconnais. En même temps, on le découvre, donc c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations et pour porter un jugement, ça demande un peu de réflexion, mais quand même quelques questions. J'imagine, monsieur le maire, qu'on aura le dossier qui nous a été présenté ce soir. Alors déjà, vous avez observé qu'il est déjà mis en ligne en direct, donc il est consultable. Et puis, si tout le monde est d'accord, on peut l'envoyer parce qu'il n'y a pas de secret. Et j'ai eu une question de la presse qui me demandait s'il pouvait utiliser une ou deux images pour l'article qui paraîtra demain ou après-demain. Dans les prochains jours. Voilà, si on peut utiliser une image de présentation pour illustrer, ça ne vous pose pas de problème. Voilà, comme ça vous avez la réponse en direct, Madame Baudouin qui m'envoie des textos pendant le conseil municipal. Ça, je la balance. Excusez-moi, monsieur David, allez-y. Donc j'aurais trois questions de trois ordres. D'abord des questions de faisabilité, ensuite des questions d'intégration du projet au tissu urbain, et ensuite des questions d'intégrité sur le site lui-même. Sur la faisabilité, c'est essentiellement pour Alderan, je crois que ma question va se concentrer. Toutes les activités de pôle culturel et de création, c'est effectivement très intéressant, c'est aussi très à la mode. Ça demande forcément une économie pour fonctionner. Et donc moi j'aurais des questions sur, avez-vous des exemples précédents de réussite de ce modèle pour que vous puissiez nous assurer que les investissements qui seront faits, la transformation du site, sera pérenne. Ma question sous-entendue, c'est on peut transformer le site pour espérer faire une activité de création. Si elle ne marche pas, ça pose la question de ce qu'on fait du site. Donc, est-ce que vous avez des exemples de réussite sur le modèle que vous nous avez présenté? J'ai aussi des questions sur l'architecture du bâtiment et la transformation en logement. J'ai pas, alors ça m'a peut-être échappé, mais entendu des informations sur la qualité environnementale aussi et performance énergétique des bâtiments ensuite. J'ai ensuite notre bloc de questions sur l'intégration de ce projet à la ville elle-même. Et là, c'est plutôt vis-à-vis de la majorité que je m'adresse. Ça pose forcément la question pour un projet de cette taille du bouleversement que ça va représenter pour le quartier qui est juste à côté des Bas-Buissons. Un quartier qui est déjà tout au nord de la ville, qui peut ressentir un certain isolement et qui est déjà en souffrance sur certains besoins, notamment de services publics, de transport. Et donc la question, c'est qu'est-ce qui est prévu en termes d'accès routier? Je sais que ça pourra faire l'objet de plusieurs réunions, mais je préfère les poser maintenant. Quel est l'avenir aussi des champs qui jouxtent le site? Puisque c'est vrai que c'est ce cadre-là aussi qui fait partie de ce projet, et le transformer de cette nature peut aussi changer
la valeur des champs qui sont devant, et donc quelle garantie vous pouvez nous donner sur l'avenir de ces parcelles. Ensuite, j'ai une troisième volée de questions sur l'intégrité du site. C'est un site qui a une histoire, évidemment, c'est un site qui est très beau, qui dégage une impression lorsqu'on s'y balade de grande sérénité. C'est très paisible, c'est aussi pour ça bien sûr que ça a été choisi. Et donc je pose la question par rapport au volume d'activité qui est pressenti. Comment préserver un peu ce caractère aussi paisible de ce lieu lorsqu'on va avoir, du coup je ne sais pas combien d'habitants et de logements, mais voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme garantie sur justement la préservation de ce cadre, la préservation aussi du caractère local vis-à-vis des Drouais. C'est la question de Valentino Gambuto aussi sur est-il prévu, je ne sais pas, un quota dans les logements pour prioriser des acheteurs Drouais. Et enfin, dernière question plutôt bonus, sur un petit peu la genèse du projet justement. Moi ça m'intéresse par curiosité de savoir quel a été le premier temps, qui a regardé, enfin, est-ce que c'est vous qui avez trouvé ce site, comment ça s'est passé, voilà, ça m'intéresse de savoir un petit peu la genèse de ce projet. Merci beaucoup. C'est la liste du Père Noël, là. Bon, alors, Monsieur David est aussi de l'opposition. Bon, je vais pas répondre à toutes ces questions parce qu'en réalité, vous touchez les doigts des vraies questions et je vois que vous avez réfléchi à tout ça et qu'on aura le temps de déballer tout ça. Certainement que le projet aujourd'hui qu'on nous présente, il évoluera certainement à la marge parce qu'il y aura des remarques de certains de nos concitoyens, des projets évolueront, on reviendra à chaque fois. C'est pas un projet clé en main, on arrive, on fait. Non, oui, ça va être. Donc je pourrais pas répondre à tout. Peut-être qu'Alderan répondra sur l'équilibre économique, pareil. C'est innovant, ils y vont. Je sais qu'ils ont fait des choses comparables ailleurs. Voilà. Donc la liste du Père Noël. Aux nombreuses questions, on reviendra dessus, forcément. Hein. Mais vous touchez les doigts des vraies questions. Je ne dis pas le contraire. Simplement, on n'a pas toutes les réponses. Et puis, si vous voulez, un tel projet, on le lance. Faut l'accueillir positivement, parce que c'est-à-dire qu'il y a des grands groupes de qualité qui s'intéressent à notre territoire et qui trouvent un intérêt. Et c'est ça que je veux qu'on puisse retenir ce soir. Il y aura certainement des questions qui vont se poser, peut-être des polémiques ou je ne sais quoi. Certes, le temps sera... Vous savez, on en a pour 5 ans, donc vous aurez le temps de revenir à la charge, vous inquiétez pas, Monsieur David. Mais quoi qu'il en soit, moi je le dis, j'ai pas toutes les réponses. Ils y travaillent beaucoup. On doit accueillir très positivement que des gens mettent beaucoup d'argent, réfléchissent à notre ville, comment inclure ce projet dans la vie des Drouais. Mais je crois qu'ils sont beaucoup revenus dessus. C'est une commande je dirais, politique qu'on a fait depuis le départ. Je ne veux pas un village gaulois, je veux que ce soit ouvert. Après, effectivement, les riverains, je connais les riverains, je sais qu'il y a des difficultés, etc. À l'époque du sénatorium, il y avait beaucoup d'allées et venues aussi, hein, quand ça vivait. C'était tous les jours des centaines de passages, des gens qui venaient travailler, des patients, des familles, des fournisseurs. Donc ça a déjà vécu ce site-là. Voilà. Simplement, il y aura des aménagements, effectivement. J'ai rencontré toute une série de riverains aussi, hein, récemment, certains sont là d'ailleurs ce soir, pour dire qu'on allait aussi revenir vers eux, les accompagner. Il y a toute une série de questions qui se posent sur ce quartier de Dreux qui est à la fois isolé, mais aussi préservé. Vous voyez, on peut dire que c'est isolé, oui, mais quand on achète là-bas, c'est aussi qu'on veut être plus à la campagne qu'en centre-ville. Donc moi, je vois ça positivement aussi, oui. Je ne sais pas si Alderan voulait dire un mot, peut-être. Allez-y, je vous en prie. Pour répondre aux interrogations, alors, à propos de l'investissement, je n'ai peut-être pas suffisamment insisté, mais Alderan représente des investisseurs. Nous ne sommes pas un simple opérateur qui s'en va demain matin. L'idée, c'est effectivement d'investir, on l'a vu sur la slide, à peu près 40 millions d'euros en travaux. Donc ça, on y a réfléchi naturellement. Et j'ai expliqué tout à l'heure que nous étions sur un investissement à long terme. En ce qui concerne la partie culturelle, donc je vais redonner la parole à May de Manifesto, puisque non seulement ils sont conseils et qu'ils nous aident à organiser tout ça, mais ils sont aussi exploitants de ce centre culturel de cette nature. Et donc, même à vous expliquer exactement l'une de ces réalisations, je lui laisse le micro dans très peu de temps. Enfin, sur l'aspect hôtelier, les études de marché sont en cours, elles ne sont pas définitives. On prévoit de faire on estime qu'à l'ouest de Paris, à quelques encablures finalement de Versailles, on peut mettre en place
un établissement haut de gamme qui n'existe pas encore vraiment. Donc on est en relation naturellement avec des exploitants. Donc nous, on est investisseurs. Notre démarche, c'est imaginer et trouver des opérations et ensuite aller chercher les exploitants et faire une adéquation entre... Nous ne sommes pas exploitants. Donc nous irons chercher un exploitant hôtelier, naturellement, qui sera intéressé par prendre en main ce magnifique présentorium revu et corrigé par Maud Cobet Architecte. Donc je ne peux pas vous certifier demain matin qu'on va ouvrir un 5 étoiles avec 50 chambres, je n'en sais encore rien. C'est aussi l'objet de... le risque que prend l'entrepreneur, parfois, d'imaginer des choses qui peuvent fonctionner, même si, comme ça, en premier abord, on se dit pourquoi là et pas ailleurs. Mais on a vu qu'il n'y a pas très loin, des hôtels se sont ouverts de qualité, qu'il y a une forte demande, que la façon dont finalement on vit un peu aujourd'hui cette crise sanitaire conduit la plupart des personnes à venir respirer, retrouver la nature. Et donc on pense aussi qu'un établissement hôtelier au cœur de la forêt, à la fois romantique, où on peut faire du travail pendant plusieurs jours, on peut réunir des séminaires, peut fonctionner. Voilà. Mais monsieur David, je n'ai pas encore le nom de l'exploitant, sinon je serais très content de vous le donner. Donc, je passe la parole à May pour qu'il va vous expliquer le pôle culturel, qui est en lui-même effectivement autosuffisant. Probablement effectivement avec l'aide aussi des collectivités dans le monde culturel. Mais le monde culturel, si vous regardez bien les implantations culturelles, ce qu'elles ont pu apporter aux collectivités qui ont investi, c'est considérable. Je peux juste dire deux exemples, Lens Louvre et le Mucem à Marseille. Donc Dreux n'est pas encore ni Marseille ni Lens, mais encore que Lens... Marseille, grand bien nous fasse. Hein. Oui, après il y a d'autres qualités à Marseille que les quartiers nord. Mais voilà, donc je pense que la culture était aussi un moyen d'attractivité du territoire. Et c'est pour ça qu'on a imaginé ce pôle culturel qui, effectivement, pour un investisseur, je dirais, purement académique et uniquement mu par l'esprit de lucre, n'est pas forcément la première destination ou classe d'actifs qu'on va développer. Sauf que cette classe d'actifs-là, elle peut permettre de faire plein d'autres choses. Les questions effectivement sur le modèle économique d'un lieu comme ça, c'est évidemment des questions qui sont complètement légitimes, parce que c'est sûr que la culture, c'est quelque chose qui coûte, mais qui rapporte aussi, et qui rapporte beaucoup au territoire. Nous, je travaille pour une société qui s'appelle Manifesto, qui développe des projets depuis un moment, et on a réfléchi, ça fait plusieurs années qu'on réfléchit justement à un modèle un peu de ce type. Bien sûr, tous les projets sont différents, donc ceux qu'on a pu développer avant ne sont pas celui qui sera ici, bien évidemment. Mais pour donner par exemple un exemple, on a ouvert il y a un peu plus d'un an un site à Clichy, donc en banlieue parisienne, où on a des artistes qui sont installés avec des ateliers et dans lesquels on fait des expositions, des performances, et dans lesquels qu'on appelle incubateurs, c'est-à-dire qu'on forme aussi les artistes, on leur donne des services et des prestations. Et on sait qu'il y a une demande qui est constante, et c'est un modèle qui marche, qui fonctionne, et qui est sur le modèle qu'on a construit là-bas, qui est autosuffisant. Bien sûr, on a aussi autosuffisant avec des ressources qui sont propres et des ressources aussi de partenaires de mécènes qui sont aussi présents pour financer ce type de projet. Mais on voit qu'il y a une appétence qui est très importante, parce que les lieux de production et des lieux de création pour les artistes, il n'y en a pas assez. Et en fait, il y a une demande qui est très très importante, et il y aura une demande, c'est évident, et la demande de formation est aussi très très importante. On la voit, c'est quelque chose qui se développe aussi énormément, la demande aussi de formation amateur, et on y croit très fortement, et on est convaincu qu'on trouvera un modèle qui pourra fonctionner aussi pour Dreux. Oui, monsieur Modèle, allez-y, je vais juste dire un petit mot. Oui, là-dessus, effectivement, c'est innovant, etc., mais souvenons-nous aussi qu'il y a quelques années, Pierre Cardin et la Fondation Pierre Cardin a souhaité investir lourdement au Oudan sur le même type de projet. Et les travaux ont commencé largement, et le projet a été stoppé suite au décès de Pierre Cardin. Ils ont acheté une ancienne laiterie, ils devaient investir 27 millions d'euros pour faire un centre culturel avec des artistes, etc. Tout ça pour dire que donc, le projet maintenant est annulé par la Fondation, parce que son neveu a repris et donc a arrêté le projet. Tout ça pour dire que Pierre Cardin, qui connaissait bien le monde de l'art et qui connaissait bien les artistes, avait déjà décelé ce potentiel dans l'ouest parisien de trouver un site
Alors moi je pense que ce site-là est bien plus exceptionnel pour accueillir des artistes, de la culture, des expositions, etc. Donc oui, ce que je veux dire, c'est que Alderan et Manifesto qui a cette réflexion-là, vous n'êtes pas les seuls à l'avoir, parce que des gens qui avaient une expérience encore plus ancienne que vous avaient déjà imaginé ce genre de choses. Vous avez abordé le développement durable, je crois, sur la performance énergétique. Et c'est un point qui est ultra important, c'est pour ça que je tiens à y répondre. Enfin déjà, aujourd'hui, on ne peut pas concevoir un projet de toute sorte qu'il soit dans l'immobilier ou ailleurs sans parler de développement durable, c'est au cœur de toutes les réflexions. Et c'est pour ça que je veux apporter les réponses, parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe non plus. Les règles, il y a les règles et il y a ce qu'on se fixe. Les règles, aujourd'hui, on est sur de la réhabilitation. Donc il ne faut pas du tout partir sur l'analogie avec du neuf, parler de RT 2020, parler de performance énergétique. La règle sur la réhabilitation, elle est simple. Tout ce qu'on change, on l'améliore. C'est la règle à laquelle on doit se tenir, c'est la réglementation. Donc ça, on le fera, bien entendu. Mais le développement durable, on y est très sensible. Déjà par la nature du métier qu'on fait. Donc encore une fois, c'est pas du neuf. Si on se penche et on élargit le champ du développement durable, c'est quoi? C'est le réemploi. Le réemploi, on va au-delà de ce qu'on fait, on n'est pas à récupérer les méthodes des constructions ou les eaux de pluie. Là, on réemploie tout. On garde les façades, on garde les structures, on garde les planchers, on réfléchit aux modèles de fenêtres. Donc le réemploi, on va bien plus loin que l'usage. C'est le bilan carbone. Le bilan carbone que tout le monde connaît maintenant. En bilan carbone, on a commencé à faire cette réflexion il y a quelques années chez Histoire et Patrimoine et à comparer le bilan carbone d'une de nos opérations à ce qu'aurait été une opération de démolition reconstruction. Vous l'avez évoqué, ça a été envisagé. C'est sans commune mesure. Quel que soit le projet, grand, petit, qu'on bouge beaucoup le bâtiment ou pas, c'est sans commune mesure de comparer le bilan carbone de notre opération à ce qu'aurait été une opération neuve. Et enfin, le développement durable, c'est aussi le confort, il ne faut pas l'oublier. C'est le confort des habitants, c'est le confort des gens qui iront. Et on va atteindre un niveau de confort sur ces logements. Axel en parlait avec passion sur les nouvelles manières d'habiter. On y croit fort, on va atteindre un niveau de confort qu'on a peu sur des opérations et sur des résidences. C'est des bâtiments qui sont très étalés, il y aura beaucoup de lumière. On est sur un sanatorium, on soignait les malades avec la lumière et le grand air. Donc on va profiter de ça pour apporter le confort. Donc le développement durable, je pense que ce sera un projet qui est exemplaire, qui sera exemplaire. Merci beaucoup. S'il y a une dernière question, je la prends parce qu'il va bientôt être 21h. Et puis si nos amis parisiens veulent profiter des très bons restaurants un jeudi soir à Dreux, il faut les libérer assez tôt. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? On peut conclure là-dessus. Donc je vais vous demander de prendre acte de la présentation de ce soir. Et nous nous reverrons dans quelques jours, le 1er octobre, pour le vote, si les services de l'État ont rempli leur obligation, pour signer le compromis de vente. En tout cas, merci chers collègues de vous être mobilisés ce soir. Je remercie les services de la ville qui ont œuvré largement pour faire connaître le site et avoir ce beau projet, et remercie les 3 associés, quasiment associés on peut dire maintenant, pour la qualité de travail et puis je dirais la transparence que vous offrez dans votre travail et votre démarche. On ne veut pas créer de faux espoirs, on veut présenter un vrai projet qui est, semble-t-il, viable et fiable. C'est une chance pour Dreux, je répète, 100 millions d'euros, plus de 300 emplois générés par les travaux notamment, donc c'est pas rien. Il faut accueillir ça très positivement, nous serons tous vigilants à ce que le projet soit de grande qualité, et croyez bien, je dis ça à l'opposition, en toute transparence, nous serons très vigilants à ce que ce projet s'inscrive pleinement dans l'ambition drouaise et pleinement dans une démarche très qualitative, mais je sais que vous serez également attentifs à tout ça. Bonne soirée à tous, merci et à très vite.